bonsoir Georges, ou Sam, je sais pas comment tu préfères qu'on te présente ce soir. Sam. Sam. J'aurais plus l'habitude. Très bien. Bah écoute, je vais te laisser un petit moment pour te présenter, faire plus ample connaissance avec notre audience. Très bien. Bah, écoute, bonsoir Anthony. Oui. Déjà, merci pour l'entretien, l'interview. Pour me présenter, alors moi je m'appelle Sam Vostok, Georges à l'état civil, mais c'est vrai que je suis plus connu sur les internets sous mon pseudonyme. J'ai une longue carrière dans le jeu vidéo et notamment la création de contenu et de vidéos sur les jeux Blizzard, mais surtout la licence Warcraft, mais encore plus sur l'histoire de la licence Warcraft. Et à côté de ça, c'est d'ailleurs pour ça que je te reçois aujourd'hui dans mon bureau à l'école XP School. Je suis le directeur national des études de l'école d'XP School, une école sur le secteur et les métiers du jeu vidéo, où j'officie depuis pas mal d'années. Et tout ça pour mon plus grand plaisir, puisque c'est un travail plein de sens, passionnant, qui demande beaucoup de temps, d'où mon absence sur les réseaux depuis quelques mois, mais voilà ce qui occupe mon quotidien. Très bien, merci beaucoup et merci aussi pour ton temps, parce que moi ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir faire ton interview, étant donné que je suis ta création de contenu depuis un petit moment maintenant et que j'ai le plaisir de travailler avec toi au quotidien en tant qu'intervenant du coup à XP. Très bien, écoute, au cours de cette interview, ce que je te propose, c'est de faire une petite rétrospective. Je dis petite, mais bon, ça dépendra aussi de l'enthousiasme qu'on met là-dedans tous les deux. Une rétrospective de qui tu es en tant qu'individu et aussi de ton parcours professionnel, que ce soit sur la période Millennium, ton arrivée dans cette structure, ce que tu as pu faire au sein de cette structure et ton activité actuelle en tant que directeur. Voilà, donc si ça te convient, on part un petit peu dans le passé, à la rencontre donc de Georges avant Sam, et à partir de là, je te laisserai nous raconter en fait ton histoire. Très bien. Puisque je crois que l'histoire est un sujet qui te passionne en général, donc là c'est de ton histoire dont on parle ce soir. Très bien. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu peux me raconter, tu me dis évidemment ce que tu veux, dans quel contexte tu as grandi, ce que tu aimais en étant enfant, les métiers ou le métier qui t'intéressait, ce que tu voulais faire en fait. Oui, on remonte loin, effectivement. Oui, bien sûr. Si tu as regardé mes vidéos, tu sais que j'aime bien fouiller du coup dans les archives et pas forcément trouver des détails gênants, mais qu'on comprenne un peu mieux qui vous êtes en fait, vous les personnalités d'Internet. Comme diraient les marxistes, d'où tu parles. Exactement. Voilà. Écoute, moi je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris intramuros, ce qui fait la joie de mes collègues qui sont ou banlieusards ou provinciaux, parce que j'ai effectivement un reste de langage comme ça s'entend là-dessus, un choix de vocabulaire surtout. Donc moi mon milieu familial il est très simple, mais mon père était garçon de café, ma mère sténodactylographe avant de nous élever moi et mes frères. J'ai grandi, j'allais dire, j'ai pas particulièrement eu l'impression de grandir dans un environnement particulier en tout cas. Pas privilégié, pas défavorisé. Alors évidemment, comme beaucoup de familles, je pense qu'il y a eu des moments où il y a des périodes plus compliquées que d'autres. Mais surtout au regard de l'époque à laquelle on vit aujourd'hui, je pense que j'ai eu une enfance, une jeunesse heureuse. Pas forcément insouciante, mais heureuse en tout cas, et je suis l'aîné d'une fratrie de 3, donc c'est souvent celui à qui on confie toutes les responsabilités. Ça parlera peut-être aux aînés qui nous regardent. Je connais bien aussi. Voilà, tu connais bien. Ça aurait pu être pire, t'aurais pu être celui du milieu, par exemple. Voilà, et moi, donc j'ai grandi avec 2 frères, et depuis petit, moi et mes frères, on aime les jeux vidéo. On joue aux jeux vidéo, donc j'ai grandi dans cet univers-là, ce qui m'a permis, on en parlera peut-être après, d'approcher, de découvrir les jeux de Blizzard et notamment la licence Warcraft. J'ai grandi avec... il y avait une espèce de répartition des rôles dans le jeu vidéo avec mes frères. Il y a le plus petit qui faisait le rabatteur vers les jeux, qui trouvait trouvait de bons jeux. Il y a celui du milieu qui était bon et qui a fini joueur pro sur Counter-Strike 1.6 à l'époque. Le skill, c'est pas de famille, il y a que lui qui l'a eu. Il a eu le talent. Et moi, j'étais mauvais, notoirement. Et là-dessus. Tu as développé d'autres compétences. Voilà, c'est comme les animaux qui s'adaptent face aux prédateurs. Exactement. Ok, très bien. Et voilà, moi, j'ai toujours aimé
l'histoire finalement, mais on le réalise qu'après coup, mais c'est vrai que tout ce qui était création de contenu, histoire, des choses comme ça m'a plu dès l'époque. J'ai toujours été très curieux. Je pense que j'étais un élève extrêmement casse-pied, pour le dire poliment, quand je vois le nombre de questions et de questions précises que je posais ou à mes parents ou à mes professeurs. C'était Hermione Granger dans tes cours de classe? Non, puisque j'étais souvent en échec scolaire à l'époque. Donc, j'avais pas le côté je sais tout. Mais j'avais le côté, oui, mais là, spécifiquement, dans ce cas très particulier, qu'est-ce qu'il arrive si... Voilà, j'avais ça. Donc, voilà, quelqu'un de curieux, en tout cas. Ok. Par rapport à cette période, du coup, de l'enfance, je t'ai posé la question, mais je te la pose à nouveau. Est-ce que tu avais un métier de rêve quand tu étais enfant? Ou est-ce que tu n'avais pas forcément trop d'idées de ce que tu voulais faire Alors, c'est marrant, quand je pense à comment je me projetais quand j'étais plus petit, j'ai immédiatement une image qui me revient. Ça doit être la première fois à l'école primaire on nous parle de ce qu'allait être la vie, donc les métiers. Et je me rappelle que ça m'avait effrayé l'idée de trouver un métier, mais tout de suite la peur panique de devoir trouver un travail. Alors que ça devait être quoi en CP, donc j'étais haut comme ça. Et je sais pas pourquoi j'ai une image de livre, de bibliothèque. C'est des choses qui là ça se voit moins parce que c'est essentiellement des figurines, mais j'aime beaucoup les livres. Et finalement ça m'a un peu suivi tout ce qui est savoir, culture, connaissance. Même si c'est digitalisé aujourd'hui, donc peut-être dans le monde d'avant, j'aurais été bibliothécaire ou universitaire ou historien ou des choses comme ça. Okay. Là, avec Internet et la création de contenu, bon, les cartes ont été un peu rebattues. Et puis je pense que après, bon, je crois que j'ai eu ma phase pompier comme beaucoup de garçons qui cherchaient un travail plus tard. Voilà, exactement. J'aime beaucoup l'astronomie. Et après, j'ai eu ça, c'était au collège, quand on avait des cours d'orientation et on me demandait dans quoi je voulais être. Je disais naïvement, sans trop y croire, travailler dans le jeu vidéo, mais j'aurais dit astronaute. Dans ma tête, il y avait autant de chances que ça arrive. À cette époque, c'était vraiment inaccessible. C'est ça. Et ça l'a été encore plus pour le professeur qui nous accompagnait. J'imagine. Voilà, donc, mais pas vraiment d'idée précise. C'est ce que je dis souvent aux étudiants, enfin aux aspirants étudiants qui viennent chez nous. Je leur pose la question de c'est quoi votre projet professionnel et en général, et c'est normal, ils n'en ont pas forcément. Alors il y a des cas, c'est très facile. Quand on sait qu'on veut aider, soigner les gens, il y a quand même un spectre de métiers beaucoup plus réduit. Ça va être médecin, aide-soignante, infirmière, professeur de médecin, que sais-je. Et il y a plein de médecins que les femmes et les hommes peuvent faire, où là, effectivement, le choix est... Alors que quand on aime beaucoup de choses très différentes, comme moi, c'est plus compliqué. Je comprends. Mais si tu devais trouver un point commun entre tout ce que tu aimais en étant enfant, donc les jeux vidéo, l'histoire, les livres, je ne sais pas exactement comment tu le définirais, est-ce que finalement il y avait un point commun entre toutes ces choses ou justement c'était de là que venait cette difficulté à trouver La création de contenu, je pense. Parce que la création de contenu, tu as le côté savoir-connaissance qui est nécessaire, le côté savoir-faire avec les différents outils de retouche image, de traitement de texte, de création de ci et de ça. Je pense que ça y est, et puis évidemment tout ce qui va aller après et qui s'est développé au fur et à mesure des innovations technologiques. Je pense que oui, ça résumerait le mieux. Ok, la création de contenu. Donc aussi la transmission d'informations ou vraiment cette partie... parce que moi la création de contenu telle que je la vois, c'est forcément l'acquisition, le développement de compétences très variées, une polyvalence, mais aussi cette notion de transmission où on a presque ce besoin en fait de pas simplement d'accumuler la connaissance, mais de la transmettre et de lui donner une utilité en fait. C'est un tout. Tu vois, je pense que ça colle avec ma personnalité. Je me découvre un peu mieux depuis que je fais ce métier-là. J'ai beaucoup plus de certitude sur qui je suis et je le vois. Je suis viscéralement humaniste, je suis viscéralement dans le partage, le collectif, le côté solidaire, humain et finalement c'est le partage, c'est la transmission, c'est l'accompagnement. On est des passeurs, c'est ça qu'on est. Et on passe une connaissance, on accompagne, on va partager ça. Soit parce qu'on a envie de partager, parce que ça fait toujours plaisir de partager, hein, c'est la fameuse formule plaisir d'offrir, ou l'envie très réelle et sincère d'aider les gens à accumuler des connaissances, des compétences, des choses comme ça. Et mais dès petit, ça par contre, c'est
il y avait peut-être ce rêve-là, et je l'ai toujours d'ailleurs, si Dieu me prête vie jusque-là pour mes vieux jours, être écrivain. Et d'ailleurs, Sam Vostok, ça devait être mon nom de plume, sauf que ça l'a été quand j'étais chez Millennium, mais là, je crée beaucoup moins de contenu, puisque j'ai... de temps et... C'est ça, il faut choisir ses combats. Choisir, c'est renoncer, disait Churchill. Très bien, très beau. Eh ben, écoute, très intéressant. Merci beaucoup pour cette rétrospective du coup de la genèse de toi. L'origin story. Exactement. Tu as choisi un bac économique et social. Pourquoi ? Moi, en tout cas, je m'attendais à plutôt, au vu de ton profil, prendre un bac littéraire. Enfin voilà, vis-à-vis de ton appétence pour la culture, l'histoire, la littérature, etc. Oui, il y a plusieurs raisons. J'adore les livres, mais j'ai découvert un mot japonais qui me résume bien. Je crois que c'est Tsundoku ou quelque chose comme ça. Okay. Les gens qui achètent beaucoup plus de livres qu'ils n'en lisent déjà. Ah, j'ai ce syndrome aussi. Voilà, donc j'aimerais être enterré dans des livres. J'aime ça, mais c'est les planches de Gaston Lagaffe qui me fascinaient le plus quand il construisait des labyrinthes avec les bouquins aux archives. Mais donc il y a ce côté-là, et du coup, étant mauvais élève, si tu veux, je me suis toujours fait une haute idée de ce que devait être une culture littéraire, et pour moi, je ne l'ai pas. J'ai cette curiosité, j'ai sans doute plein de qualités, mais en tout cas, j'ai pas une culture littéraire qui est la plus prodigieuse possible. Okay. En revanche, j'ai toujours eu, et ça, je parlais de curiosité, cette boulimie de comprendre le monde. J'étais mauvais en maths, j'étais complexé par rapport au littéraire, donc et économique et social, ça collait bien, ça se rapproche de l'histoire, c'est la compréhension du monde, de ses enjeux, et ça, pour rien au monde, je le changerais si c'était à changer. Donc c'est ce qui m'a amené vers économique et social pour comprendre le monde, ses rouages, ses arcanes, ses acteurs, ses mécanismes, et pas juste être comme dans l'allégorie de la caverne de Platon, où finalement les gens... Tu t'enfermes dans une vision altérée du monde. C'est ça, et ça je ne veux pas. Je préfère le monde, fût-il tragique, à ce qu'il peut être. Et au-delà de ça, oui, j'ai quand même l'amour des mots, de la langue française, et c'est quand même très joli. Et j'ai grandi dans une famille où dès qu'il y avait un débat politique, dès qu'il y avait... c'était encore les riches heures de la télévision française, mais il y avait cet amour chez les gens qui parlaient à la télé des mots, de la langue, des choses comme ça, puis mon appétence personnelle qui faisait que oui, j'ai été dans ce bain-là d'aimer le français, d'aimer les mots de français. Dans tous les cas, ce bac ne t'a pas empêché de poursuivre avec des études supérieures, du coup. Donc, si je ne m'abuse, tu es parti sur 5 ans d'études en histoire par la suite. Enfin, 6 ans, j'ai retapé ma première année. D'accord, okay. J'ai arrêté au bout d'un mois, je crois. J'étais pas fait pour l'université au début. En fait, t'es lâché dans la jungle sans accompagnement. Passer du lycée à la fac, c'est compliqué. C'était un peu rude. Ok, je comprends. Et tu as eu un sujet d'étude très spécifique, oui, du coup, au cours de tes études d'histoire. Très en vogue. Voilà. Bon, alors, je te laisse déjà présenter ton sujet d'étude principal, du coup, au cours de ces études. Alors, moi, de formation, je suis historien contemporanéiste, spécialiste de la Russie et de l'Union soviétique. Voilà. Et des relations internationales. Bon, je mettrai une description du coup de ce qu'est un historien contemporanéiste voilà, dans la vidéo. Voilà, donc il y a 4 périodes historiques, antiquité, médiévale, moderne et contemporaine. Et moi, c'est j'aimais beaucoup les autres, mais il fallait choisir. Et contemporaine, c'est ce qui m'allait le mieux. Et comme j'étais tombé amoureux de la Russie au sens large, culture, histoire, enfin, tous les aspects quand j'avais 14-15 ans, c'était logiquement que je me suis spécialisé là-dedans, surtout que c'est un pays-monde, c'est une des grandes cultures mondiales, c'est le plus grand pays au monde, ça a été un 5e des terres émergées, la Russie, donc j'aurais pu aimer... ma famille est d'origine libanaise, par exemple, voilà, ça n'a pas la même importance mondiale que la Russie, par exemple, donc c'est aussi un pays qui aide à comprendre le monde et qui a un prisme de lecture intéressant sur le monde, et un pays qui a beaucoup compté sur l'histoire mondiale, sur ce qu'il a apporté, qui a beaucoup c'est un pays fascinant, c'est une éponge culturelle, la Russie, qui a absorbé toutes les influences, qu'elles soient allemandes, italiennes, françaises ou asiatiques, etc. La France a exporté 2 choses en Russie, qui a très bien exporté 2 choses en Russie, c'est la bureaucratie et la révolution. Donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc voilà, d'où l'intérêt qui a fait que je me suis spécialisé là-dedans, dans mes études d'histoire, à chaque fois que je pouvais. Ok. Et du coup, sur ces 6 années d'études, tu étais exclusivement versé sur l'histoire russe, ou il y avait quand même un panel
Non, alors, de pays, d'époque, etc. Comment s'est passée cette spécialisation en fait vers l'époque contemporaine russe? Alors, il y a eu deux choses. Il y avait dans le cursus que je faisais, on voyait toutes les périodes. Donc, tous les ans, j'avais de l'antique, de la médiévale, de la moderne et de la contemporaine. Et effectivement, tu choisissais des modules en option en plus. Donc, moi, j'avais 16 heures de contemporaine là-dessus. Après, l'histoire de la Russie, ça y était pas forcément. C'est sûr que quand tu étudies les cours que j'avais sur la relation internationale en Europe au XXe siècle, là, voilà. Quand je faisais de l'histoire antique, c'était plus compliqué. Et pareil sur la moderne. La moderne, oui, alors c'était plutôt, on voyait la mythe de l'Europe, enfin l'Europe centrale, les choses comme ça. Là, c'était plutôt la culture, la civilisation germanique. La France, évidemment, la Russie un peu moins. Et à côté de ça, j'avais pris des cours de langue russe aussi, parce que je voulais apprendre le russe. Donc c'était l'occasion, dans la fac et en dehors de la fac, de prendre ça. C'est vrai qu'aussi quand tu cherches des informations sur un pays, c'est mieux d'en comprendre la langue pour avoir des informations qui ne sont pas biaisées par la vision d'un autre pays aussi, quoi. Donc c'est important. Et puis là, je parle depuis 2024. Peut-être que cette interview sera vue dans 2032, si ça se trouve. Mais il faut se dire qu'à l'époque, c'était il y a une vingtaine d'années. Internet était balbutiant. Quand il y avait Internet, les traducteurs automatiques étaient des sketchs ambulants. Donc en fait, on parlait la langue ou on la parlait pas. Sinon, il fallait se tourner vers les deux sources qu'on avait, sa langue natale ou l'anglais. Aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, même si je voudrais m'intéresser à l'Inde, je pense que je pourrais m'en sortir, même sans parler la langue. T'as choisi un pays qui a une langue du coup qui est pas. Il parle quasiment exclusivement anglais, je pense. Oui, mais même avec les traducteurs automatiques, je voudrais voir le Bombay Times, je sais même pas si ça existe, mais tu vois, je pourrais le traduire et comprendre le sens. Oui, aujourd'hui, il y a eu la technologie a fait un bond dans la traduction et donc ça rend beaucoup plus accessible la connaissance. Et puis t'as des créateurs de contenu, ce qu'il n'y avait pas à l'époque. À l'époque, je voulais m'informer, j'avais les journaux. Et c'est tout, les journaux médiatiques ou papier. Et ça, aujourd'hui. La bibliothèque universitaire à la limite. Et la BU. Mais aujourd'hui, tu as des chaînes YouTube, tu as des chaînes Twitch, tu as des comptes, tu as des blogs, tu as des réseaux sociaux. Enfin, tu as mille et une choses pour t'informer sur un sujet qui t'intéresse. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Oui, ça c'est. Un autre sujet. Oui. Donc, tu as fait 6 ans d'études. 5 ans. 5 ans, voilà. 5 ans d'études en fac d'histoire. Donc, tu as tenu bon jusqu'à la fin du cursus. Ça veut dire, j'imagine que tu avais quand même un projet professionnel à partir de ces études-là. Qu'est-ce que tu comptais faire en sortie d'études à ce moment-là? Alors, je suis le pire exemple possible. Alors, c'est une cascade à ne pas reproduire chez vous. Alors, il y avait, quand on fait histoire, il y a plusieurs débouchés naturels. Il y en a 4 principaux. Il y a prof, chercheur, donc historien, les concours de la fonction publique et journaliste. Moi, je ne voulais faire ni prof, ni chercheur, ni les concours de la fonction publique, ni journaliste. Parce que toujours cette envie de comprendre le monde. Encore une fois, ma matrice familiale faisait que on n'était pas spécialement dans mon dos. Donc, j'aurais dit à mes parents, je vais faire histoire, cuisine, astronaute ou marketing. Ils m'auraient dit, tant que tu es sérieux, tu fais ce que tu veux. Donc, il n'y avait pas de projet derrière. Journalisme, j'avais fait un stage en agence de presse qui m'avait, pas l'endroit où j'avais été, mais qui m'avait dégoûté du milieu. Le prof, je me sentais pas les épaules, je trouvais ça trop anxiogène. L'histoire, j'adorais ça, mais de là à passer ma vie à ça, je me projetais mal. Et les concours de la fonction publique, pas spécialement. Donc finalement, oui, c'était... J'ai fait comme dans un Disney ou un manga, j'ai écouté mon cœur. Bon, après j'ai eu de la chance, j'ai eu des opportunités, mais effectivement, il n'y avait pas vraiment de projet derrière. Ok, bon, il n'empêche quand même que tu as eu la résilience pour aller au bout de ce cursus, et c'est déjà beau en soi, donc très bien. Et est-ce que tu as considéré à certains moments, parce qu'on arrivera juste après du coup sur la période de transition qu'il y a eu entre la fin de tes études et ton arrivée à Millennium, mais je me rends pas compte, moi, du temps qui s'est écoulé entre ces deux expériences-là. Est-ce que tu as considéré quand même, je sais pas, devenir conférencier ou faire quelque chose de ces études en histoire à proprement parler Alors, j'avais toujours le rêve d'écrire. Après, il faut pas être velléitaire ni dilettante comme je le suis.
notre problème. On peut... Beaucoup d'auteurs, beaucoup Oui. d'écrivains en herbe, en tout cas. Je crois que c'est la princesse Palatine qui écrivait ça, qui se lamentait de son fils et qui en disait il aura décidément toutes les qualités du monde, sauf celle d'en faire usage. J'ai eu un peu le même problème. Non, effectivement, il y avait toujours le côté écrire, mais tu vois, je disais écrire, enfin, faut se replacer dans le contexte de l'époque. Ça marchait, mais bon, de là en faire un métier ou en vivre, sans plus. Il y avait toujours des pistes et des choses comme ça qui pouvaient s'envisager, mais il y avait plusieurs portes qui pouvaient se dessiner. Il y avait notamment le fait qu'on ait tous les concours de la fonction publique qui donnaient le droit à bibliothécaire, par exemple, ou archiviste. Enfin, c'est des choses vers lesquelles j'allais beaucoup. Mais malheureusement, et alors je mange peut-être une étape des questions, mais malheureusement, c'est comme souvent, et ça, je ne le sais que trop, je le dis aux étudiants, à mon époque, c'était pareil. Pas de réponse, ou merci, mais on n'est pas intéressé, il vous faut de l'expérience. C'est con, j'en charge de l'expérience, justement. Ou, puis ça restreint quand même un spectre de postes qui est assez réduit et qui sont accessibles en plus, que c'était en général le public qui recrutait là-dessus. Donc c'était très spécifique. Et donc, oui, c'est pas les offres ou les opportunités qui se sont bousculées au portillon dans la version monde d'avant, en tout cas, des bouchées pro. Ok. J'avais aussi une question donc, qui va faire du lien en fait, entre tes études d'histoire et ton arrivée à Millennium, puisque tu m'as dit que tu signais tes articles par Sam Vostok. Est-ce que ce pseudo, il est apparu du coup... À quel moment est-ce que tu as commencé à utiliser ce pseudo, vu que tu l'avais déjà en arrivant à Millennium, j'imagine ? Un peu avant Millennium. Ok. C'était Sam, c'était mon pseudo dans les jeux vidéo, donc je l'ai gardé en prénom. Et Vostok, c'est un mot que j'aimais bien. J'aime la sonorité, la signification rigolote. C'est un mot russe, évidemment. C'est pour ça que je me suis permis de passer ici, du coup. Ça veut dire à la fois, ça veut dire Est ou Orient. Okay. Et c'est avant tout une sonorité que j'aime bien. Accessoirement, moi qui aime bien l'espace, le nom de programme et d'engins spatiaux soviétiques là-dessus. Donc voilà, il fallait forger quelque chose qui sonne juste. C'est Romain Gary dans La promesse de l'aube qui écrit des pages magnifiques sur la galère que ça a été de se trouver un nom de plume à l'époque. Et je crois Romain Gary était un grand gaulliste et il disait, quand il a découvert le nom du général de Gaulle, il lui en a énormément voulu parce qu'il dit mais voilà le pseudonyme parfait, pourquoi je n'y ai pas pensé avant, sauf que de Gaulle c'était son vrai nom pour le coup, mais c'est toujours quelque chose de touchy, donc voilà. Je m'étais rafistolé ça, je voulais écrire et après arriver Millennium dans l'équation. Ok. Très bien. Bah, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'en termes de sonorité, c'est pas Sam Vostok, c'est pas quelque chose de courant. En tout cas, je trouve que tu te démarques pas mal de certains autres pseudos qu'on peut voir sur Internet. J'avais vu aussi que ça pouvait signifier le Seigneur de l'Est. Est-ce que tu avais pris ça en considération ? C'est Vladivostok, ça. Vladivostok. C'est la ville. Okay, ma première rencontre avec le mot Vostok vient du nom de la ville. D'accord. Okay. Et il y a des endroits comme ça qui vous fascinent. Vladivostok, qui est une ville extrêmement moche, une ville portuaire du Pacifique, elle n'est pas sexy du tout. Je pense notamment à Véronique Chanson, une très belle chanson qui s'appelle Vancouver, qui est pour moi qui suis un mélancolique, c'est une chanson, j'adore cette chanson, mais effectivement Vancouver ça fait pas rêver quand on voit la ville. Que ce soit la ville ou la sonorité de son nom, dans les deux cas. La sonorité peut aller, ouais. Mais je pense que l'Office du tourisme peut lui faire une statue, parce que c'est une ville portuaire du Canada, quoi, sur l'océan Pacifique, donc c'est pas non plus... Et en plus, c'est vraiment la partie la plus occidentale, donc c'est ce qui a été colonisé, urbanisé, occupé en dernier par les Européens. C'est vrai que quand on compare cette ville à Montréal de l'autre côté, qui a un historique architectural beaucoup plus riche, non mais je comprends ce que tu veux dire. Très bien, donc... On a parlé de ton enfance, on a parlé de ton adolescence et ton arrivée progressive à l'âge adulte. Et à moins que tu aies une information du coup majeure à me partager entre la fin de tes études et ton arrivée à Millennium. Là, comme ça, je vois pas. Très bien. J'aimerais te poser quelques questions sur la raison de ton embauche par Millennium, à savoir ta connaissance de l'univers de Warcraft. Donc, tu m'as dit que tu étais gamer avant de découvrir World of Warcraft.
Ça a commencé comment? Est-ce que tu as commencé par WoW ou est-ce que t'aimais les jeux Warcraft avant l'univers de Warcraft? Quelle a été ta première rencontre en fait avec les jeux Blizzard d'une manière générale? Les jeux vidéo, j'ai commencé dans les années 80 avec je crois que mon tout premier jeu à moi, c'était Tetris. Évidemment, il y avait les Game & Watch et des trucs comme ça, quoi, le cours de récré, mais Warcraft, ma première rencontre dans mon parcours Warcraft, j'ai commencé console avec la Mega Drive. Ensuite, ça avait été les PC. Et ça m'a jamais vraiment trop lâché finalement. Et Warcraft, je crois qu'il me restait un fond d'argent de poche. On devait être en 95, 96, 95. Non, 95. Et je trouve Warcraft 2 d'occasion à Score Games, qui était à l'époque une chaîne, qui n'était pas encore une chaîne d'ailleurs. Je crois que c'était le tout premier magasin de ce qui allait être une chaîne à Paris, où ils vendaient des jeux. Et je suis tombé amoureux de l'univers, enfin de la DA, de l'univers, etc. C'était de la fantasy, de l'heroic fantasy sauce Blizzard, très cartoon. Avec une VF assez particulière. Vous pouvez retrouver sur YouTube la compilation de toutes les voix en VF que moi j'adore. Ça surprend toujours les gens quand mon portable n'est pas sur silencieux parce que toutes mes notifs de téléphone, j'ai mis des bruits d'unité de Warcraft et de Warcraft 2 notamment. Donc c'est un peu comme ceux qui ont connu les doublages du premier Baldur's Gate. Cette VF de l'époque qui était un peu théâtralico-caricatural. Je mettrai un extrait voilà, de Warcraft 2 du coup. Voilà, les voix françaises. Je mettrai un extrait de la VF de Warcraft 2. Il pourrait me faire l'historique de la louche à travers les âges. Ne m'invitez jamais à dîner, j'aurai toujours un doute. Et voilà, je tombe amoureux du truc. Enfin, l'univers, il y a un truc c'est différent du reste parce que des jeux, j'en avais fait d'autres, mais là, je sais pas, il y a pas forcément un coup de foudre, mais je commence à tomber amoureux, tu vois. Ok. Et donc la suite a été plutôt naturelle quand tu as découvert World of Warcraft, ça a été une forme de continuité. Pas tant que ça. Okay. Parce que Warcraft 3, oui, clairement, je suis mauvais au jeu de stratégie, mais l'histoire était tellement... Warcraft 2, je m'éclatais à faire des cartes sur l'éditeur de map, j'avais fait pareil avec StarCraft. Warcraft 3, ça devenait trop compliqué en termes de fonctionnalité, puis là j'étais au lycée, j'avais moins de temps. Mais j'avais adoré la campagne et les cinématiques, c'était magistral pour l'époque, pour un jeu de stratégie. Et les premiers articles sur World of Warcraft, je les lisais dans la presse papier, je me disais, les jeux à abonnement, mais quelle connerie, jamais ça marchera. Mais encore moins, j'y mettrai des sous. Donc, s'il y a bien une leçon que la vie m'a appris, c'est qu'il faut jamais dire jamais. Je dirais aussi, je disais aussi, j'irai jamais vivre à Marseille. J'y ai passé les plus belles années de ma vie, donc tu vois. Et donc au début, plutôt, et ça commence. Je parle de mon petit frère qui était le rabatteur jeux vidéo. Lui, donc lui, il part récupérer à la Fnac. Je crois que ça se vendait à l'époque, la bêta ouverte de World of Warcraft. Et il me dit, il faut que tu essayes. Je lui dis, non, tu m'emmerdes, j'ai pas envie. Et il m'a à l'usure, vraiment. Je lui dis, bon, j'y joue, mais genre 1 heure et tu me fous la paix après. Il me dit, d'accord. Donc je vais sur son PC, je joue. Je crois que je commence avec un humain à la forêt d'Halloween. Et là, juste en disant ça, j'ai la musique de la forêt d'Halloween qui a retenti en tête, et probablement toi aussi, et ceux qui nous écoutent également. Et je tombe amoureux du jeu. Et il vient au bout d'1 heure, il me fait alors, je dis attends, encore un peu. Je crois que j'ai encore une quête. Et la sensation grisante des débuts, c'était quelque chose. Parce que c'était nouveau, enfin, c'était pas nouveau, c'était pas mon premier MMORPG. Il m'avait fait tester des AOC, j'avais pas accroché. J'avais testé Star Wars Galaxies, mais c'était sur serveur américain en plus, donc la latence avec les connexions de l'époque. C'est un peu la quintessence de tout ce qui avait été réussi dans les autres MMO. Ils avaient réussi à faire un joyau quoi, de ce truc-là à l'époque. Et c'est le génie de Blizzard et de son âge d'or, c'est qu'il prenait tout ce qui se faisait de bien, il le sublimait, il rajoutait des trucs en plus dedans, et paf, ça faisait un jeu magnifique. Vous en avez reparlé avec ton frère du fait qu'au début tu étais complètement réticent à jouer à WoW ou au final juste le fait Je sais pas si on en a reparlé. Parce que bon, aujourd'hui WoW est quand même une partie importante. À chaque fois je le cite en interview, mais je suis même pas sûr qu'il ait conscience que ces vidéos existent. Donc il sait que je fais des vidéos, mais je pense pas qu'il a envie de se taper des vidéos de 2 heures. Non, bien sûr, mais parce que c'est sûr du coup une décision très contingente finalement que ça a lancé tout ça. Quoi. Mais on l'a peut-être évoqué une fois, il m'a dit... Puis c'est souvent comme les petits frères, hein, vous avez le malheur de leur accorder un peu de crédit. Voilà, un peu de crédit, ça y est, on n'en finit plus. Puis surtout qu'il est... il a le caractère qui fait qu'il va en rajouter. Ouais, je comprends. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a plu particulièrement, alors dans le registre de la fantasy, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a plu au-delà du coup de tout le reste dans l'univers de Warcraft, si on compare par exemple à l'univers de Tolkien ou... l'univers de, alors c'est pas forcément de la fantasy pure, mais
J.K. Rowling, de George R. Martin, etc. Est-ce que dans les codes ou ce qui fait l'univers de Warcraft, il y a quelque chose qui t'a vraiment plu plus que d'autres? Faut savoir qu'avant de me buter à Warcraft, je me butais à Tolkien. Ouais. Et à Star Wars un peu, mais énormément à Tolkien. Okay. Sans grande surprise là-dessus. Donc il y avait... Puis il y a le côté, alors c'est malheureux, mais c'est le tragique et le magnifique de la vie et sa poésie. Quand tu découvres quelque chose pour la première fois en étant jeune, on a une vision encore naïve, jeune, fraîche et vierge du monde, où les choses impriment nécessairement différemment là-dessus. Là, on me ferait découvrir un truc aussi magistral que pouvait l'être WoW pour l'époque. À mon âge, je serais moins enthousiaste. Ouais. Parce que voilà, mon référentiel est fait, parce qu'il m'en faut plus pour être émerveillé. Donc là, il y avait beaucoup de premières fois où je découvrais, c'est la musique qui était transportante, c'est l'univers cartoon qui était là, c'était un univers que je connaissais, c'est les interactions sociales, ça faisait bizarre. C'était complètement nouveau là-dessus. Qu'est-ce qui a fait que j'ai accroché plus à ça qu'au reste Et puis le gameplay, le sentiment de réussite, le bruit quand on passe un niveau, tous les effets visuels, graphiques qui étaient... les effets de récompense, c'est un tout qui faisait que le jeu était addictif aussi, et qui a aidé. Alors, Tolkien a beau être génial, quand on lit un bouquin, il n'y a pas tout ça. Je pense que tu as cité quelque chose, tous les éléments que tu as cités, de toute manière, parleront à la plupart des gens qui ont découvert WoW quand ils étaient enfants ou adolescents. Comme tu l'as dit, notre niveau d'émerveillement était beaucoup plus bas à l'époque, tout nous paraissait... incroyablement satisfaisant, c'était un voyage, donc je me suis beaucoup retrouvé en tout cas dans ta manière d'en parler, et c'est tout à fait cohérent avec ce que j'ai vécu aussi, donc je comprends parfaitement. On est entre jeunes, bonne compagnie. Voilà. Est-ce que tu as du coup dans le jeu, je dis dans le jeu parce que, est-ce que tu as une race préférée? Est-ce que tu as... voilà. Peuple. Est-ce qu'il y a une race qui te plaît au-delà de tout Burning Crusade, c'est les ailes de sang et surtout les Draenei. Je suis tombé amoureux des Draenei, en plus des Draenei mâles, parce que leur côté pâteau, moi, leur démarche... Alors, quand Burning Crusade est sorti, j'ai vu les elfes de sang, je me dis, non, je pars quand même reroller, mais on était à ça, à ce que je reroll. J'étais sur la bêta. One of us. Ouais. Et je me dis, je vais quand même tester l'autre race qu'ils ont rajouté, et là, le coup de cœur. Okay. C'est vraiment je suis tombé amoureux des Draenei. Alors, je pense que l'accent russe a dû jouer. Oui, probablement. Même la patience des Draenei a ses limites. Qui est responsable de votre mauvaise éducation? Et Naru réprouve ce genre de comportement. Vous n'êtes pas normal. J'avais posé la question, j'étais tombé, je sais plus, en jeu avec il y avait un joueur russe, et je lui dis, tiens, d'ailleurs, question, chez nous, les Draenei ont l'accent russe quand ils parlent, mais du coup, en russe, ils ont quel accent? Ouais. Et je crois qu'il m'avait dit l'accent arménien. Ok. Parce que, évidemment, moi, je pense que je serais incapable de faire la différence. Ah oui, pour nous, non, ouais. Mais faire un accent russe. Mais c'est comme, tu sais, quand tu localises en français, les personnages français dans les fictions anglophones, c'est souvent de l'italien qu'on va mettre pour faire à la place. Eux, alors je sais pas pourquoi ils ont mis les Arméniens, peut-être qu'il y avait un lien logique, mais voilà, okay. En tout cas. Et donc, ouais, c'est deux races, incontestablement, les elfes de sang et Draenei. Ok, très bien. Est-ce que, au-delà de la race, du coup, tu as une classe que tu préfères jouer ou esthétiquement ou dans le lore, dans son application dans le lore de l'univers? Shaman, je le joue depuis quasiment Burning Crusade. J'ai dû faire une pause où j'étais repassé Paladin pour 2 extensions côté Horde. Donc, je te dirais c'est deux-là. Tu étais repassé côté Horde? Oui, je suis passé côté. Mais j'ai joué mon Paladin L200 à l'excellente Warlord of Draenor, à Légion, WoD Légion, et après WoD Légion, on a eu Shadowlands. Non, BFA. BFA, je suis repassé Draenei. Okay. Faut pas déconner non plus. Tu as bien aimé Warlord of Draenor du coup? Parce que j'ai l'impression que c'est une extension qui a... Alors s'il fallait choisir la moins bonne ou la plus mauvaise, je laisse les gens plaquer le vocable qu'ils veulent. C'est oui, incontestablement Warlord. Ok, donc c'était sarcastique ou alors j'ai... Parce que tu as dit l'excellente extension Warlord of Draenor. Oui, je fais toujours ce sarcasme-là. D'accord, très bien. Non, mais ça m'étonnait justement que... Oui, non, ça... J'avais pas saisi le sarcasme, excuse-moi pour ça. Alors, c'est un des drames de ma vie, c'est que les gens comprennent rarement quand je fais du sarcasme. Non, mais là, c'est juste que, étant donné que t'es
beaucoup plus connaisseur de l'univers que moi et du jeu, je me suis dit peut-être que je suis passé, peut-être que t'as une opinion impopulaire que j'ai pas compris ou quoi que ce soit, tu vois. Mais il y a des gens qui aiment Warlord of Draenor, mais c'est quand même quand tu vois ce qu'il y a, on peut aimer pour tout un tas de raisons subjectives et tant mieux. Il y a de bonnes choses dans Warlord, une excellente bande originale, il y a une DA qui est magnifique, donc juste la moitié du jeu, c'est tout. Mais c'est souvent le problème, en tout cas que moi j'ai avec les univers de Blizzard, principalement World of Warcraft, c'est que en théorie ça a un potentiel phénoménal et la réalisation in-game est parfois décevante ou en tout cas trop éloignée de ce qu'on attendait. Et Warlords a, je pense, une des meilleures suites de quêtes de début d'extension. Le côté commando, c'est haletant, on est emporté, c'est vraiment... je suis d'accord. C'est celle qui m'a le plus marqué, je pense. Avec la découverte du fief, etc., je suis d'accord que ça m'a aussi marqué. Et je comprends complètement. On a parlé du coup de la race que tu préfères, de la classe que tu préfères. J'en ai encore quelques-unes, je ne sais pas si je vais toutes les faire. Mais est-ce que tu as un rôle préféré, DPS, heal ou tank? Sans surprise, on regarde ce que je t'ai dit au début, plutôt support, soutien. Ouais. Donc heal, mais ça fait trop longtemps que je peux plus jouer support, parce que je joue plus en guild depuis MOP, je crois. Okay. Donc, par confort, je joue DPS, mais oui, j'aime bien les classes support, les classes soutien. Ok. Est-ce que tu as une région préférée? Alors, de quel point de vue? Parce qu'il y a... Je te laisse dire la première chose qui te passe par la tête, après on pourra en débattre. Moi, personnellement, c'est les Grisonnes. Je comprends, t'es pas le premier à dire que ce soit la musique ou les décors, j'aime beaucoup la culture nordique d'une manière générale, et c'est une des régions qui m'a le plus marqué, personnellement. J'ai un côté Madeleine de Proust pour Westfall, enfin Marche de l'Ouest. La musique, l'ambiance, c'est une zone avec des champs, enfin c'est le Kansas quoi. Donc, il y a, mais je sais pas, il y a le côté Madeleine de Proust. En termes de, j'ai tellement fait le perso Elf 200, je crois que les Bois des Champs Éternels c'est pas mal. En même temps, Drosvar et Sainte-Chute, c'est quand même en termes d'ambiance, c'est quelque chose. Alors je vais étayer ma question. S'il y avait une zone dans laquelle tu pourrais rester juste AFK et être un peu ébahi par ce que tu vois et ce que tu entends. Et il y avait Nagrand que j'ai oublié de citer. Ouais, c'est comme beaucoup de gens. Mais Nagrand, non, mais je pense Westfall. Ouais. Marche de l'Ouest, il y a vraiment... Mais la musique fait beaucoup, alors que... Je sais pas, il y a une mélancolie, le côté coucher de soleil permanent, c'est reposant, c'est apaisant, il y a un côté quiétude. C'est un peu le côté Thanos, tu sais, à la fin du premier Avenger, où il se pose et... Enfin... Je comprends. C'est quelque chose que j'ai ressenti aussi, surtout dans les zones... de Vanilla, en fait, où vraiment, elles ont aussi un caractère nostalgique, en fait. Et donc, c'est pas juste la zone, ce dont elle est composée, mais ce qu'elle représente aussi pour nous en tant que joueurs. Donc je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Mais elle a mal vieilli, c'est le problème. Comme malheureusement toutes les zones qui n'ont pas été rework, j'espère qu'elles le seront un jour, mais bon, on va pas non plus... on peut que cope en attendant. Très bien, est-ce que tu as une musique préférée dans World of Warcraft? Oh, c'est Arthas Myson et Invincible. Oui, je pense que... Tout ce qui est lié à Arthas... Ouais, j'aime beaucoup, mais c'est... on me demandait tout à l'heure apparemment, il y en a... Je pense que c'était avec toi qu'il avait des discussions sur qui je préférais entre Arthas et Illidan. Moi, j'avais dit Arthas. J'aime les deux, c'est compliqué de choisir. Je pense que j'ai beaucoup plus de figurines d'Illidan. J'aime beaucoup Arthas. Avec l'âge, je commence à préférer Arthas parce qu'il y a le côté tragédique qui ajoute une épaisseur supplémentaire. L'histoire d'Illidan est bien, mais c'est vrai que c'est shakespearien, Arthas. C'est Star Wars-esque. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on prend l'histoire d'Arthas, elle peut être un petit peu vue et revue, mais dans le contexte dans lequel c'est sorti, c'était pas quelque chose qui était évident, parce que ça date de Warcraft 3, du coup, Frozen Throne. C'est ça. Et c'était quoi? C'était les années 98 ou début 2000 C'est Warcraft 3, de mémoire, c'est 99, et je crois que Frozen Throne, c'est 2000 ou 2000. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Donc c'était pas évident, quoi, à l'époque. Puis Arthas a une chance par rapport à Illidan, c'est qu'il a toujours eu Pierre Tessier en doubleur. Qui est un excellent doubleur, qui a j'adore sa voix, elle colle parfaitement au personnage. Ce qui est moins le cas avec The War Within, par exemple. Les doublages, il y a un côté décalage que je m'explique pas. Et non pas que les comédiens soient mauvais, mais la voix colle pas au personnage. Je suis assez d'accord avec toi. Et c'est une des rares fausses notes de The War Within, alors qu'Illidan a eu 3 doubleurs, je crois.
Celui de Warcraft 3, celui qui faisait la voix de Lionel Luthor dans Smallville, après, et il y en a eu un troisième, l'actuel. J'ai pas constaté beaucoup de différences dans le doublage d'Illidan, je sais pas si je suis passé à côté de quelque chose, ou tu trouves qu'ils ont réussi à maintenir quand même une homogénéité dans le doublage d'Illidan, du coup? C'est à peu près le même genre de voix, ils ont pas fait une... Il n'y a pas eu de dinguerie, mais ça a sauté aux oreilles pour moi. T'as réussi. J'ai le Louis Fine là-dessus et... Je peux comprendre. Ça m'amène... j'avais une question du coup sur ton personnage préféré, mais du coup, compliqué de répondre, j'imagine. Si tu devais en choisir un des deux. Là, en plus, j'ai du Illidan, j'ai du Arthas, j'ai du Arthas. Je dirais Arthas. Arthas, quand même. Avec le temps, Arthas, peut-être. Ouais, de toute manière, qui mieux... Voilà, ça n'engage à rien. Oui, voilà, ils vont pas débarquer. Va sauter à la gorge en disant comment ça. Et enfin, du coup, pour ces questions sur tes préférences, est-ce que tu as une extension préférée? Je vais faire très original, mais peut-être baisser Lich King pour vaniller la partie d'avant. Ouais. Mais Légion reste la meilleure à mes yeux, plein de raisons. Mais oui, préféré, là, la question est subjective. Donc, bien sûr, ça serait compliqué de choisir entre... je dirais Burning Crusade, quand même. Plus de souvenirs à baisser qu'à Lich King, qui était très bien, mais s'il faut choisir, bien pas de jaloux. Donc. Perso préféré Arthas, extension préférée Burning Crusade. Ok, très bien. Avant de passer sur vraiment le Millennium et sur ta carrière au sein de cette structure, j'avais préparé 5 questions sur le lore de World of Warcraft, sur l'univers du jeu. Alors, ce que je te propose, c'est si tu réponds correctement à toutes ces questions, tu auras la possibilité de me donner un gage. Que ce soit... au quotidien au sein de l'école, ou que ce soit sur les réseaux sociaux, on se mettra d'accord entre nous par la suite. À l'inverse, si tu as au moins 2 erreurs, ce sera moi qui te proposerai un gage. Rien de fou dans tous les cas, mais voilà, donc l'idée c'est que je te pose 5 questions sur l'univers de World of Warcraft, et donc si tu as tout bon, tu me donnes un gage, et si tu fais au moins 2 erreurs, je te donne un gage. Est-ce que ça te convient ? Pose ton énigme, vieil homme. Alors, j'ai catégorisé les questions en 3 niveaux de difficulté. Dans un premier temps, une question facile, selon mes critères évidemment. Comment s'appelle la compagne de Malygos ? Syndragosa. Syndragosa, très bien. Ok, je ferai peut-être un petit jingle si t'as répondu correct ou pas. 2 questions de niveau moyen. La première étant, qu'est-ce qui a dissipé les brumes qui dissimulait la Pandarie? C'est le cataclysme de Deathwing. Absolument, très bien. La deuxième question de niveau moyen, c'est dans quel ordre sont apparues les races elfiques? De point de vue gameplay ou lore? Lore. les 3 principales. J'ai pas pris en considération, enfin en tout cas, j'ai pas pris les races alliées, si tu veux. T'as d'abord les elfes de la nuit, puis les elfes, les hauts elfes, qui deviendront les elfes de sang. Et la troisième race, sans compter les races alliées, techniquement, dans le lore, vu qu'on arrive à la grande fracture et donc sur Amar qui finit sous son dôme, je te dirais les châles d'oreille, les sacres nuits. T'es allé au-delà de mes espérances parce que moi j'avais mis elfes de la nuit, hauts elfes et elfes de sang. Du coup les hauts elfes n'étant pas une classe, une race jouable, c'était un peu compliqué pour moi entre les livres et le jeu, etc. Mais bon, t'as répondu correctement selon mes critères. Donc très bien. Attention, on arrive dans les 2 questions difficiles. La première, c'est une question sur l'histoire de la Horde. Donc voilà. Combien y a-t-il de Loa dans le jeu? Est-ce qu'il y en a 15? Est-ce qu'il y en a 20? Est-ce qu'il y en a 25 ou 30? Compliqué, surtout qu'avec BFA, ils en ont rajouté plein. Et je me base uniquement sur le jeu, pas sur les RPG, l'univers étendu, etc. Je dirais 25 ou 30. Faut choisir un des 2. 25. Incroyable, bonne réponse. Bon. Je commence à avoir techniquement, là, je peux plus me tromper 2 fois. C'est vrai aussi, mais bon, écoute. Pour le beau jeu, où vivaient les gobelins avant de s'installer sur l'île de Kezan?
Avant d'aller sur... Alors, soit à Termine, soit sur l'île de... comment ça s'appelle déjà? Où ils minent la Kajamite. C'est celle-là? Alors moi j'ai trouvé près d'Ulduar. C'est ce que j'ai trouvé sur le wiki, en tout cas, des Gobelins. Tu as raison. Voilà. Ouais, puisqu'ils ont été... Ça fait plus de 10 ans que j'ai fait l'histoire des Gobelins. Ils étaient Ulduar, ils ont migré, se retrouvé dans ce qu'allaient devenir les îles, et après ils ont avec la évolué. De Kalimdor, etc. C'est ça. Ok, félicitations. Écoute, une dernière question, une question bonus. Pourquoi est-ce que la Horde est supérieure à l'Alliance? Est-ce que c'est une faction éco-responsable? Je savais pas quelle allait être ta réaction, du coup. Non, mais en fait, comme ils vivent dans des cahutes en merde séchée, ils utilisent leurs propres excréments pour faire leur habitation, et ça, c'est éco-responsable. Ok, je te l'accorde parce que t'as eu tout bon aux autres questions. Bon, bah écoute, dans ces cas-là, t'auras le droit de me donner un gage après cette interview. On verra bien quelle sauce je vais être mangé. Voilà. On en reparlera. Ok, très bien. On en arrive à un moment du coup qui est très important dans ta carrière, ton arrivée chez Millennium. Alors, tu m'as dit donc qu'il s'était écoulé assez peu de temps entre ta sortie d'études et ton arrivée chez Millennium. 2 ans. 2 ans. Est-ce que tu as fait quelque chose de particulier pendant ces 2 années ou est-ce que Ça tient en 2 phrases. J'ai cherché du travail et j'ai joué à WoW. Okay. C'est cohérent avec la suite du coup. Voilà. Est-ce que tu te souviens de la date à laquelle tu es arrivé à Millennium? 10 août 2010. Et est-ce que tu peux me raconter comment s'est passé ton recrutement? Parce que je crois qu'il y a une histoire un petit peu intéressante autour de ça. Ou en tout cas, au moins amusante. Alors, il faut savoir que... Je redis le « faut jamais dire jamais ». Donc, j'écrivais des articles essentiellement pour ma guilde sur le forum. Et je m'intéressais déjà à l'histoire pour comprendre, etc. Donc, finalement, comme j'avais du temps, donc que je cherchais du travail, je m'étais dit à l'époque... je jouais à WoW à l'époque et je m'étais dit je vais reprendre mon reroll paladin et donc il me faut un guide. Et je savais où je pouvais trouver un guide sur le site de Millennium. Mais il faut savoir que tu pourras le biper en montage, mais il faut savoir que pour moi à l'époque Millennium c'était une bande de qui se prenait trop au sérieux. Je crois que j'ai déjà dit à Cédric à un moment, peut-être même pendant l'entretien d'embauche d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Et donc je vais sur le site de Millennium, on doit être le 8, on est quelques jours avant, et je vois annonce en rouge sur le fil de l'actualité, nous recherchons un rédacteur, machin. Et c'est mon profil, en gros, ils cherchaient quelqu'un qui sache écrire, qui connaisse WoW, qui puisse écrire des articles dessus. Et WoW, je suivais l'actualité quasiment quotidiennement depuis que j'y jouais, donc c'est-à-dire depuis la bêta ouverte, et en 2004, et qui connaissent l'e-sport, et mon frère était joueur pro. Ouais, donc t'étais plus que qualifié pour le poste. Voilà, disons que les planètes s'alignaient bien, et donc je candidate, j'envoie mon CV, j'envoie un book des visuels que je faisais, des articles que j'écrivais, j'ai un entretien, et Cédric, de son pseudo, me dit, me met à l'essai, il me dit, il me dit qu'est-ce que t'aimes bien, sur quoi tu peux écrire? Je lui dis, j'aime bien l'histoire, j'écris des trucs dessus déjà. Donc il me dit, propose-moi, fais-moi 4 articles sur le lore de WoW. De mémoire, je crois que j'en avais fait un sur Frostmourne. Les 3 autres. Ouais, d'Arthas. Okay. Je sais plus quels étaient les 3 autres, et genre, il m'avait donné X jours, et je l'avais fait en moitié moins. Enfin, j'étais déter. Ouais. Il me dit, c'est bon, et je commence comme ça en freelance chez Millennium. Je commence comme ça en freelance chez Millennium, et le reste, on va détailler après, j'imagine. Oui, bien sûr. Du coup, tu as commencé ton activité chez Millennium à Marseille? Non, à Paris, ce qui s'appelait pas encore le télétravail ni le distanciel. Ok. Donc j'étais indépendant chez moi, j'étais dans ma chambre encore, donc j'allais du PC au lit et du lit au PC, donc ça faisait pas beaucoup de trajets. Je comprends. On était tous en distanciel avant qu'on migre tous à Marseille plus d'1 an après, une quinzaine de mois après, où là Cédric réunit tout le monde à Marseille dans la gaming house. Okay. Entre-temps, j'étais passé sous contrat, puisque j'ai fait à peu près tous les postes chez Millennium, mais j'ai commencé pigiste, je suis passé rédacteur principal, secrétaire de la rédaction, rédacteur chef adjoint et rédacteur en chef. Okay. Sur les 3 dernières années, je sais plus. On fera juste un petit point sur du coup les différents postes un peu plus tard dans l'interview.
Donc très bien, donc tu as fait Paris, Marseille et après le Valois-Perret par la suite. Ok. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as été recruté par Millennium pour en plus faire quelque chose qui semblait à l'époque idéal pour toi, écrire sur l'univers, sur l'histoire de World of Warcraft? Ça réunissait quand même 3 choses qui devaient te plaire énormément à cette époque. Je pense que je réalisais pas. Il y avait une opportunité, je l'ai saisie, mais si tu veux, dans le bain quotidien dans lequel j'étais, qui était jouer WoW, parler WoW, écrire WoW, fréquenter des geeks comme moi, je pense pas que je réalisais. Alors, j'aimerais bien te dire très hypocritement après coup, mais j'ai tout de suite vu. Non, ça, non. J'ai pas cette pression-là pour le coup. Non, je pense que non, j'étais content, évidemment. Déjà, 1, j'avais enfin trouvé du travail. 2, un travail cool. 3, un travail cool sur ce que j'aime, parce que c'était ma passion de l'écriture et de Warcraft. Il y avait un côté valorisant où t'étais chez Millennium pour des gens qui jouaient à WoW. Pas n'importe où. Bon, après, j'avais été guildé, il m'avait guildé par courtoisie dans la guilde Millennium sur l'Archimonde. Je crois que de ma vie, j'ai jamais autant été ganké sur l'Archimonde. Donc j'ai vite déguildé. Je crois que ça durait une semaine, mais j'en avais marre. Tu le faisais fumer tous les 10 mètres. Puis le PVP et moi, ça fait 2. Donc, Oui, c'était un achievement de gank quelqu'un qui avait le tag Millennium. Oui, c'est ça. Très clairement. Mais non, je pense content, fier, et puis je pense que j'ai réalisé vraiment quand ils nous ont demandé, je crois que les premiers trucs que j'ai fait, on avait collaboré avec Canard PC, ça avait commencé avant que j'arrive. Millennium faisait des hors-séries avec Canard PC, et j'ai commencé à faire mes armes sur le hors-série sur StarCraft 2. Okay. Et après, j'ai participé à celui ou ceux sur WoW, mais voilà, là, j'ai vraiment réalisé, parce qu'il y avait, encore une fois, on est pas dans les débuts d'Internet, mais ça avait commencé il y a un moment, mais il y avait quand même le support papier, nanana. Donc oui, je réalisais un peu plus là-dessus, et c'était quand même aussi une période qui, 2011, c'était une année extrêmement éprouvante pour moi, familialement, parce que j'ai eu des décès, des choses comme ça, donc j'avais quand même la tête beaucoup dans le guidon. C'est un exutoire aussi. Voilà. Donc, si tu veux, j'ai sorti la tête de l'eau, parce que mon papa était très malade à l'époque, donc tu sais, ceux qui ont des proches qui ont des affections longue durée, comme on dit pudiquement, se rendent peut-être compte, mais c'est vrai qu'une fois que la personne n'est plus là, tu sur la tête de l'eau, tu respires, tu fais à nouveau attention à ce qu'il y a autour de toi, et tu vis plus dans cette espèce de stress qui te bouffe au quotidien. Et voilà, je pense que une fois que malheureusement, je sors de ça, pour des raisons tristes, mais je commence à réaliser petit à petit. Et c'est là que effectivement, je me dis que oui, quand même. Et puis c'est vraiment au moment de la GH où on déménage à Marseille où je me dis oui, là, concrètement, ça y est. Ce qui n'était pas une évidence, parce que je passais pour le plus casanier de mes amis, un Parisien à Marseille. C'était pas gagné d'avance. Ouais, j'avançais à pas de chat quand je me déplaçais à Marseille au début. Il y avait quand même ce... Tu avais l'impression d'avoir marqué parisien sur le front. Qu'est-ce que tu ressentais comme sensation d'être parisien à Marseille? Voilà, la très nette impression qu'à Marseille, déjà, 1, le code de la route était indicatif, et 2, les gens accéléraient quand ils voyaient un piéton sur le trottoir. Et ça, je suis persuadé. Je pense que j'ai fait un syndrome de Stockholm avec Marseille. Mais c'est une ville que j'adore. J'y ai vécu 4 ans. J'ai passé les plus belles années de ma vie. Je me suis intéressé à son histoire. Et j'ai vécu à Bordeaux 2 ans aussi, mais Bordeaux m'a pas marqué comme Marseille. Je garde toujours un lien avec ce qui se passe à Marseille. Enfin, je m'intéresse toujours à la ville. C'est une ville qui a une place particulière dans mon cœur, mais c'est vrai qu'au début, on dit à un Parisien qui sort de son TGV, voilà, tu vas à Marseille. Il y a quand même un truc, on te dit, tu es conditionné à savoir que c'est un milieu hostile. Et j'imagine que le mouvement de balancier inverse, c'est ça aussi. Et à l'époque où on n'était pas tous à la GH, Cédric montait régulièrement à Paris. Et je me rappelle que des fois, donc on en profitait pour se voir, pour faire le point, etc. Et très régulièrement, le premier truc qu'il me disait, c'est « Putain, il fait moche chez vous ». En général, je lui disais « Bon, déjà, bonjour ». Et je lui dis « Mais non, t'exagères, machin ». Et je me revois, ça devait être, quand j'étais bien installé à Marseille, en fait, je revois mes amis, parce que je remontais régulièrement, et le premier truc que je leur dis, c'est « Putain, il fait moche chez vous ».
Donc, effectivement. T'es devenu un vrai Marseillais. Je suis devenu j'avais pas l'accent. On traînait entre gens sans accent. J'arrive pas à t'imaginer avec l'accent du Sud. Non, je l'aurais pas. J'ai cette manière très particulière qu'ils ont de prononcer le O qui, physiquement, pour moi, est impossible à prononcer. Mais non, c'est de très très belles années en tout cas. Mais oui, intimidant au début. Je comprends. Et tu as donc, t'étais donc à la Gaming House de Marseille. Tu as vécu aussi en partie ce que beaucoup appellent l'âge d'or du streaming. Toi-même, tu t'es essayé au streaming et aujourd'hui, c'est un des vecteurs de ta création de contenu. Alors, je dirais pas que je me suis essayé. On m'a tiré. Ah, ok, d'accord. J'y pensais aussi, mais il faut se rappeler que, pour finir sur la dernière question, il faut se rappeler que c'était l'époque où tous les jours à la télé, on disait oui, il y a eu un mort à Marseille parce qu'il y a eu une fusillade, il y a eu un mort à 700 km de Marseille ou à 1200 km de Marseille. Mais il y avait toujours un bail avec Marseille dans l'équation où c'était dangereux. Quand j'ai dit ça à mes proches, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai pas dit? En gros, je serais allé vivre chez les cartels en Colombie, c'était la même chose. Donc, il y avait quand même ce côté anxiogène pour Marseille qui alimentait les JT. Je ferme la parenthèse. Le streaming, je voulais pas au début. C'est ça, je remercierai jamais assez Bob Le Gob. On était tous, moi j'étais de la rédaction, et on était tous avec des profils, des postes, des rôles différents chez Millennium, et lui a la très bonne idée de se dire, mais c'est con, vous avez tous des sujets qui vous passionnent, jeux vidéo ou pas, venez en parler. Et il a toujours eu cette curiosité-là chez l'autre. Et au début, je me rappelle, comme beaucoup de collègues, on allait les uns chez les autres, donc une ou deux fois on s'est retrouvés à aller chez lui. Il finissait de streamer, il me disait viens la caméra, viens la caméra, viens la caméra. Moi j'avais une peur bleue de ce truc, j'osais pas. Donc la première fois je parlais mais hors champ. La deuxième fois il m'a encore à l'usure et Bob est très doué pour ça. Ça m'a rappelé mes frères. J'ai fini par y arriver, donc j'ai vu que ça mordait pas. J'en étais pas mort. Donc et après on a dû faire un ou deux streams comme ça. Après, il y a Zerator qui m'avait proposé de participer 2-3 fois. Il faisait des streams sur WoW. C'était probablement des courses de gnomes à l'époque ou des choses comme ça. Donc j'étais là avec lui. Je crois que il y a eu Bob, puis Adrien, puis normalement il y a encore Bob qui l'a dit venez dans ma matinale pour parler des chroniques. Et donc on se met d'accord pour que je vienne faire une chronique sur l'histoire de WoW à cette époque. Là-dessus, et en fait, sans Bob, probablement que je n'aurais jamais fait de stream, puisque normalement, je n'aurais jamais passé le cap. Et là, je me retrouvais toutes les semaines à devoir préparer une chronique sur l'histoire de WoW, avec un décalage hallucinant, puisque moi, j'aime parler longuement, ce qui n'était pas vraiment la ligne édito de beaucoup d'émissions de l'émission de Bob. Donc lui, il était dans son rôle de je dois faire vivre une émission et pas laisser un type chiant parler pendant 2 heures non-stop. Chiant, ça c'est toi qui le dis. Non, mais du point de vue des gens qui suivaient bien sûr. Et moi j'étais là, j'ai un truc à dire, il faut quand même, je suis historien, il faut que moi j'étais formaté, 5 ans d'études, on dit quand on raconte une histoire c'est ça, il faut que je fasse ça. Donc on a réussi, mais finalement ça a duré, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos avec Chazy aussi, puisque Chazy était déjà sur l'émission, et Hogar aussi à l'époque, mais de temps en temps, c'était principalement eux à l'époque, mais essentiellement Chazy. Et voilà, Bob, Chazy, ça commence comme ça à l'époque, et on est en 2012-2013. Mais tu me fais une parfaite transition, parce que justement, j'allais te demander, en fait, j'ai cru comprendre que l'émission Histoire sans fin, tu l'avais créée avec Chazy, initialement? Alors, comment ça s'est passé? Non, avec Bob. Okay. Mais Chazy est... Alors, de mémoire, alors Chazy, je te laisserai me corriger si je me trompe. Donc, je propose ça à Bob, et il n'y avait pas que Bob, je crois qu'il y avait Lee Willis pour les Web TV et Cédric, il fallait valider 2-3 trucs. Je trouve le nom. En général, s'il y a un nom à rallonge en français qu'un jeu de mots, c'est moi, donc je pense que c'est de moi. Donc voilà, je trouve le nom de l'émission, et Chazy, si je dis pas de bêtises, lui, il y avait Bob qui était assis, il y avait les chroniqueurs, dont moi à côté de lui, et il y avait quelqu'un à la réal. Alors il y avait Jeff, il y avait Chazy, il y avait Morgan, et donc il y avait Chazy. Et je crois que vite, en fait, comme Bob, je parle de mémoire, c'était il y a plus de 10 ans, Bob et le Lord de Warcraft, c'est pas ce qu'il connaissait, voire ce qu'il connaissait le mieux. En revanche, Chazy connaissait. Donc très vite, Chazy s'est retrouvé à jouer
le monsieur loyal avec moi pour cette partie-là. Et c'est comme ça qu'on a commencé à bosser en duo sur les histoires sans fin que j'ai gardé après, puisque il y avait quand même un blocage que j'ai eu pendant très longtemps, c'est la peur bleue de devoir parler tout seul devant une caméra. Ouais. Et là, jusqu'au confinement, en fait, il y avait toujours Chazy avec moi. C'est ça que j'ai vu, du coup, à partir de 2020, tu as récupéré le format et tu es désormais seul à faire l'histoire sans fin. Du coup. Je suis seul, alors ça m'embête parce que j'aime beaucoup Chazy, on continue à se voir, c'est pas tout va très bien, mais là, du coup, si vous voulez, la dynamique est brisée entre moi qui ai maintenant mes habitudes de tout faire tout seul. Ouais. Et parce que régulièrement, j'ai la question, quid de Chazy? Et moi, autant et régulièrement, on s'est retrouvés sur des émissions plateau à parler tous les deux, donc là, il n'y a aucun souci. Mais ce que je dis souvent, c'est qu'il faut trouver un format pour que ce soit pertinent et qu'il ne soit pas juste là à me regarder. Enfin, bien sûr, ce qui serait chiant, quoi. Mais du coup, s'il y a ce format qui peut être trouvé, toi, ça te pose pas de soucis, ou même tu pourrais avoir l'envie de refaire un projet avec quelqu'un Avec grand plaisir. C'est juste que là, j'ai mes habitudes de travail, et puis j'ai tendance, comme beaucoup de gens en France, à bosser au dernier moment et à l'arrache. Donc, et puis j'ai trouvé mon confort en général. Maintenant, je fais tout sur une journée, parce que c'est plus simple en termes d'organisation et moins frustrant. Et donc, voilà, là, j'ai mes habitudes de vieux, donc c'est plus compliqué à s'en départir. Je comprends. Ok. Quand même joli palmarès, parce qu'aujourd'hui, sur ta chaîne YouTube, tu as plus de 340 vidéos réalisées, ça doit être sur près d'une dizaine d'années, avec plus d'une dizaine de formats différents. En tout cas, moi, j'appelle ça des formats, je ne sais pas si toi, tu les catégorises de cette manière-là, mais entre les légendes, les personnages, etc. Ah oui, voilà. J'ai les histoires sans fin sur un lieu, un personnage, un machin, j'ai les décryptages de contenu, j'ai tout ce qui va être histoire narrée, contée, VOD, montée, j'ai tout ce qui va être les reportages ou interviews qu'il y avait de l'époque de Millennium qu'on mettait sur ma chaîne, j'ai des trucs qui sont historiques que j'avais fait, j'ai des replays, j'ai des sessions de gameplay, oui, on doit être peut-être pas 10, mais un peu en dessous. Et t'as même un vlog à Irvine. Ah oui, c'est un truc de Millennium, ça. Okay. Pour le film Warcraft. Ouais, absolument. Je garde ça pour un petit peu plus tard. Mais oui, du coup, en tout cas, un joli palmarès, plus de 300 vidéos. Et est-ce que parmi toutes ces vidéos-là, il y en a une que tu as préféré faire? Est-ce qu'il y en a une qui a peut-être une place un peu plus privilégiée dans ton cœur? Ou est-ce que tu as pris le même plaisir et la même passion à faire toutes ces vidéos? Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Je me rappelle. Alors, il y a toujours les émissions plateau que moi j'aime beaucoup, mais bon, ça je les ai pas faites moi-même. Il y a peut-être celle sur Maligos. Alors je sais pas pourquoi, mais ça m'a imprimé un bon souvenir, une très bonne osmose humaine avec Chazy. On est très bons clients l'un de l'autre et on rigole souvent. Déjà, on s'entend bien, mais je sais pas pourquoi. Là, ça avait bien rebondi et des choses comme ça. Et je me rappelle avoir regardé un très bon souvenir, alors qu'elle a rien de particulièrement. Non, mais il y a pas de. Là, la question c'était est-ce que tu en as préféré une, voilà. Et ça peut complètement être basé sur de l'affect. Voilà. Là, il y a de l'affect. Après, en reportage. Après, s'il y en a qui ont des places particulières, celle de Blizzard, parce que c'est quand même le. Voilà, le QG, quoi. Voilà, c'est le QG. Enfin, l'histoire du studio Blizzard qui est particulière. Celle que j'ai pu faire en vidéo sur place avec Jack là-dessus était très sympa aussi. Donc c'est voilà, celle-ci en tout cas. Okay. Est-ce qu'il y a une vidéo que tu as fait qui s'est avérée être plus difficile que prévu? Alors, il y a celle sur l'histoire d'Aladin. Ok. On était à Marseille, Aladin de Disney. Ça a couché dans la douleur, le truc. Parce que j'ai fait énormément de recherches, pris plein de notes, et puis comme je voulais rien louper de mes notes, je collais à mes notes. C'était pas fluide. Et sauf que quand elle était sauf que la vidéo, évidemment, comme on mettait les chansons, ça va être striké. Ouais. Donc, forcément, surtout Disney en plus. Oui, voilà. Ils rigolent pas. Donc, voilà, il y a celle-là, pour en tout cas hors Warcraft. Et donc, la question, c'était sur. C'était est-ce qu'il y a une vidéo qui s'est avérée plus difficile que prévu à réaliser? Gobelin et Gnome. Parce que je déteste les deux. C'est chiant comme la. Il y en a, là c'était l'actualité dont je l'ai fait. Certaines fois j'ai fait voter les gens sur mes réseaux pour dire qu'est-ce que vous voulez. Je crois que c'était les taurennes aussi où j'avais fait. Je traînais des pieds. Gobelin, gnome et taurennes, ouais. Ok.
Et pour la suite, est-ce qu'il y a un format de vidéo que tu as fait mais que tu ne fais plus mais que tu aimerais peut-être refaire? Histoire d'arrêt, ce que j'ai fait sur Frostmourne ou sur Thresh de League of Legends, ouais. Okay. J'ai beaucoup aimé, mais c'est un temps. Ouais. C'est le script, l'enregistrer, faire le montage audio, trouver les sources, faire le montage vidéo. Et encore, Warcraft, ça va. Faut juste aller en jeu, faire des rushs, je connais. Et j'ai source. League of Legends, n'y jouant pas. Ouais. Et n'ayant pas, c'est très compliqué. Et c'était avant qu'ils sortent tout ce qu'il y avait sur Thresh et Viego et compagnie. Donc, Îles Obscures, il y avait quelques artworks. Thresh, il n'y avait pas encore d'artwork officiel. Viego, il n'y avait aucun visuel. Je me rappelle, je m'étais retrouvé à prendre je crois que c'est une peinture d'Iliar Épine, qui est un peintre russe qui a peint Ivan le Terrible ayant tué son fils. Et j'ai pris ça pour illustrer, je crois, Viego. Mm-hmm. Parce qu'on n'avait aucun visuel. Ouais. Donc voilà. Mais j'ai adoré faire ça. La recherche, l'écriture, l'enregistrement et la fierté surtout de sortir ça. Mais ça prend un temps, mais qui est... Et est-ce qu'il n'y a pas des tâches que tu pourrais déléguer ou est-ce que vraiment tu as cette envie / ce besoin de tout faire toi-même? Ça pouvait demander beaucoup de temps à l'époque. Aujourd'hui, j'ai des automatismes, je connais mieux, j'ai plus d'outils pour certains trucs, mais ça demandait du temps. Puis j'ai aussi besoin de faire ce travail pour m'imprégner du truc et connaître mon sujet. C'est aussi mon plaisir de le faire, même si je respecte. Et il y a toujours le côté, je suis perfectionniste, donc il y a tel truc précisément qui ne va pas être vu, et moi je ne l'aurais pas fait comme ça, et donc ça va me frustrer, même si c'est un micro-truc qui est absolument, dont tout le monde se fout, sauf moi. Après, voilà, je suis clairement pas en train d'essayer de te convaincre de quoi que ce soit, mais par exemple, le simple fait de partager les recherches, d'avoir des docs de travail partagés, où des gens spontanément, en fait, qui sont passionnés par ces thématiques, vont t'aider à trouver des ressources ou ce genre de choses. Même ça, ça te dérange? Ah bah, les ressources, je sais où les trouver, je sais comment les avoir. Enfin, il n'y a pas 50 millions de sources. De toute façon, tu as les wikis, tu as ce qu'il y a en jeu et que je screen en général, tu as les articles de WED, tu as je consomme pas trop, voire quasiment pas les contenus vidéo. Le seul contenu vidéo que je vais consommer, c'est typiquement ce que va faire WED quand une suite de quête est sortie que je ne l'ai pas encore faite, pour voir ce qui s'y passe. Et encore, en général, je vais regarder d'abord la retranscription des dialogues. Donc, et puis il y a quelques lectures, mais finalement, quand tu as tes automatismes, tu arrives à voir ça. Donc tu gagnes du temps. Et je sais, je me connais, je sais que je vais dire non, mais on ne sait jamais s'il a oublié une info ou quoi que ce soit. Donc c'est pas forcément cette recherche d'information-là qui est fastidieuse, c'est plus... c'est quoi, tu dirais, pour toi, l'action qui te prend le plus, soit de temps, soit d'énergie, ou qui te plaît le moins, ou... Quelle est l'étape la plus compliquée pour toi dans la production? Dans ce que je pourrais déléguer, en tout cas, puisque il y aurait peut-être le clean, enfin le montage audio et vidéo à la rigueur, ce qui j'ai moins ma patte, si tu veux. Je vais faire du montage audio propre. J'ai pas l'impression d'avoir une valeur ajoutée particulière. Il n'y a pas un côté, je me sens pas un orfèvre du montage audio. C'est ça. Montage vidéo, j'en ai pas fait depuis un moment. Enfin, je fais des cuts simples, hein, mais j'ai pas l'impression là non plus d'avoir une valeur ajoutée particulière. Et entre le fait de dire voilà une liste de ressources visuelles et audio, voilà ce que je pense qu'il serait intéressant de les mettre à tel moment à la rigueur, ou quelqu'un qui a une vraie patte, un vrai talent, là effectivement il y a plus de valeur ajoutée à mon sens. Sauf que mes formats, c'est moi qui stream et après qui prend le fichier brut, qui fait des cuts sur les périodes où il n'y a rien, ou alors je réponds à des questions du chat qui n'ont pas d'intérêt au regard du sujet de la vidéo, et qui le refait. Donc ça prête pas particulièrement à un montage, surtout pour des vidéos qui font 2 heures. Ouais, je comprends. Ok. Et pour finir sur cette partie des formats passés, présents et futurs, est-ce que tu aimerais mettre en place un format qui n'existe pas encore sur ta chaîne? Alors, on parle de spéculation, je sais que tu manques de temps, etc. Mais est-ce que tu voudrais faire quelque chose que tu n'as pas encore fait sur ta chaîne? Il y a toujours 1 million de sujets que j'aurais voulu traiter, j'ai pas eu le temps. Les idées, tout le monde peut les avoir au même moment. Les concrétiser, c'est autre chose. Il y a beaucoup... Alors, les vidéos narrées montées, comme celle de Legivre, on n'a pas l'impression que j'étais particulièrement original là-dessus. Effectivement, c'est ma voix, ma manière de raconter, mais je reprends des codes existants.
Il y a un format que j'ai fait qu'une fois. J'avais pour ambition d'en faire une série plus régulière. C'est peut-être une des vidéos que j'ai préféré faire. C'était Histoire des cartes dans World of Warcraft. Ok. Et en fait, alors j'ai plus là, je sais plus combien de temps elle fait, mais en gros, le premier tiers de la vidéo, je faisais une histoire de la cartographie dans le monde réel, et après, je l'appliquais à Warcraft. Ok, trop bien. Et l'épisode 2 que je dois faire depuis 10 ans, ça devait être sur la géopolitique de Warcraft. Donc malheureusement, j'ai pas eu le temps, parce que là, si je me trompe sur... Moi, ça m'embête moins, mais ça, c'est un travers, c'est des formations pro. Que je dise que finalement, dans le jeu de Warcraft, il y a 25 ou 30 lois, il n'y a pas mort d'homme. Si je me trompe sur un fait géopolitique réel, ça m'embêterait un peu plus. Oui, Donc il y a toujours ce perfectionnisme-là qui... Mais écoute, prochain Z-Event, tu participes, t'en fais un donation goal, et, et puis on verra ta cagnotte. Adrien m'avait invité m'avait invité au premier Z-Event. J'étais super flatté, et je lui dis... J'étais invité à un baptême en Serbie, je lui dis là, je peux pas, je suis désolé, mais j'étais dégoûté. Et t'as pas eu l'envie d'en faire un autre par la suite? Il y a le côté, déjà les épreuves, il n'y a plus de Warcraft dans les épreuves. Ou c'était l'Asilan, pardon, pas le Z-Event. Ouais, non, moi je parle du Z-Event. Pardon. Non, je te parlais de l'Asilan, excuse-moi. Okay. Là, il faudrait avoir quand même être un streamer un peu plus actif. Après, voilà, t'es pas forcé de faire les 24 ou les 48 ou 72 heures du Z-Event, mais par exemple, le fait de faire une apparition sur un stream du Z-Event, c'est quelque chose qui tenterait ou... Si on me propose, oui. Après, me dire regardez-moi. Non, bien sûr. Mais il y a un côté que je trouve très... Moi, dans ma position, dans mon caractère, dans ma personnalité, demander, quémander, réclamer, ce qui est encore pire, quelque chose comme si c'est... J'aime pas ça. J'aime pas ça parce que j'aime pas demander, j'aime pas ça parce qu'il y a un côté, ça donne l'impression que, je vais dire, je me prends pas pour le premier moutardier du pape, mais je vais peut-être pas citer des expressions qui ont plusieurs signes. Moutardier du pape, je sais pas pourquoi c'est ça qui me dit, mais je me prends pas, il y a un côté, je me prends pas pour de la merde, il y a un côté, ça donne l'impression, vous savez qui je suis, non. Si quelqu'un m'invite, c'est un grand plaisir là-dessus, j'aurais peut-être même tendance à dire, tu es sûr, un machin, il n'y a pas plus intéressant que moi, mais demander, non, parce que ça... Mais tu serais pas opposé s'il y avait... Je serais pas opposé. Okay. En revanche, je serais un streamer en activité, et il y a des gens, c'est le métier, le gagne-pain, etc., et qui, eux, raisonnent en termes de collaboration, eux, c'est tout à fait légitime, qui se posent la question entre eux. Mais moi, à mon niveau, non, j'aimerais pas. Bon, en tout cas, peut-être que à la suite de cette vidéo, en fonction de sa portée, tu recevras une invitation, on verra bien, écoute. Ok. Tu m'as devancé sur une question un petit peu plus tôt, parce que tu m'as parlé de ton processus de recherche et de création de tes scripts de vidéos. Parce que j'allais te demander comment tu fais tes recherches, si tu avais une méthode particulière. Bon, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, je pense que tu as dit à peu près l'essentiel de comment tu trouvais tes sources. Et, oui. Voilà. Le process, de toute façon, il est simple. Je choisis un sujet, je fais le plan tout seul. Je dis voilà, d'abord ça, puis ça, puis ça. Je fais les recherches avec les sources que je t'ai données. Et après, une fois que les recherches sont terminées, j'ai mon script, je fais mon iconographie, je prends les images, dont l'overlay que je dois personnaliser à chaque fois. Et après, j'enregistre. Enfin, je suis en direct. Je récupère la VOD, je fais les cuts. Je la mets sur YouTube, je fais la vignette, je remplis les champs et je fais les publications sur les réseaux sociaux pour dire la vidéo est sortie. Ok. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, est-ce que ça t'arrive fréquemment d'avoir des informations exclusives de la part de Blizzard? Ou est-ce que en général... Alors, à l'époque, oui. Mais on était sous NDA, donc accord de non-divulgation. Oui. Donc évidemment, je ne peux pas en parler. Et puis de manière générale, oui, ça m'est déjà arrivé avec Blizzard ou d'autres d'avoir des infos en avance, mais par honnêteté intellectuelle, morale et par de toute façon contractuelle, c'est pas des choses dont je peux parler. Mais oui, il y a toujours un côté, il y a toujours un côté qui est flatteur à se dire on a l'info en avance, surtout quand c'est un univers que tu apprécies. Et il y a des NDA qui sont toujours en vigueur aujourd'hui vis-à-vis de Blizzard, entre toi et Blizzard? Alors, je crois qu'il y a des trucs assez vénères en termes de délai sur les NDA. Ok. Il y a des trucs, il y a des anecdotes, mais c'est pas des anecdotes, c'est des trucs que
j'ai vu mais des interactions qu'il y avait eu sur le press tour Mist of Pandaria, mais c'était il y a plus de 10 ans, mais si ça se trouve, la Nielle est de 15 ans, tu vois. Ok. En même temps, je pensais pas que c'était aussi long, enfin que ça pouvait être aussi long. Si ça se trouve, c'est peut-être 2 ans, c'est 5 ans, je sais plus, j'ai même plus ces trucs-là. En même temps, il n'y a pas de secret d'État, mais tu vois, les Américains sont très pointilleux. On a vu des exemples aussi de gens qui ont brisé des NDA et qui ont été remplacés assez rapidement avec beaucoup de facilité, quoi. Donc, je peux comprendre que tu sois attentif aux petites lignes des contrats aussi pour éviter de perdre ça. Tout à l'heure, tu m'as parlé assez brièvement de ton voyage à Irvine, des locaux de ta visite des locaux de Blizzard. D'un de mes voyages à Irvine. D'un de tes voyages à Irvine, très bien. Pour ceux qui n'auraient pas forcément vu la vidéo, du coup, Sam a pu visiter les locaux de Blizzard, le QG de Blizzard. Bonjour, alors aujourd'hui on continue notre voyage en Californie avec une visite un peu spéciale, hein. On est dans le Saint des Saints pour beaucoup de geeks et beaucoup de fans de Blizzard dont je fais partie, puisqu'on est sur le campus de Blizzard à Irvine, hein, leurs quartiers généraux, et donc je vous propose de faire une visite du campus pour voir les différents endroits qu'on pourra y trouver ensemble. Qu'est-ce que tu as ressenti en arrivant du coup dans ce QG de Blizzard? Est-ce que tu peux me dire un peu plus sur tout ça? Première fois que je vais chez Blizzard, c'est la première fois que je vais aux États-Unis. Donc il y a déjà ça en amont. C'était le press tour Mist of Pandaria. Et je crois que j'ai passé plus de temps dans l'avion aller plus retour que sur place. Ah, ok, déjà. Sachant que je n'arrive jamais à dormir dans les transports. Donc je laisse imaginer mon état. Et puis il y a le côté fascinant en fait, quand tu débarques aux États-Unis la première fois, tu vois des choses que tu vois que dans les fictions, à la télé ou au cinéma. Donc tu te crois, c'est très très bizarre en fait. Que tu te croirais dans un décor de film, des trucs qui sont pas censés être réels vu que c'est des fictions, mais qui pourtant sont basés sur des trucs réels. Ça m'avait fait la même chose quand j'avais été à Londres pour la seule et première fois, où en fait je me dis je vois d'où viennent tous les trucs Harry Potter, quoi. C'est leur environnement, au Moldu en tout cas. Donc il y a ça, et après donc j'ai la fatigue dans les pattes, j'ai la fascination, et oui, quand tu arrives là-bas, tu te dis t'es dans le sein des saints en fait. Il y a un côté un peu irréel où ils sont. Alors c'est évidemment, je vais pas briser un secret en te disant que c'est très encadré là-dessus, mais voilà, t'arrives, c'est la Californie, donc c'est grand, c'est bleu, comme les Américains ont de la place. T'as pas de bâtiments trop hauts, donc Irvine en plus c'est une ville nouvelle, donc ils ont vraiment un urbanisme très aéré. T'arrives, tu vois la statue, tout le monde va faire la photo, après tu vas à l'accueil où il y a aussi le musée, après ils te montrent les trucs et ils déroulent le programme du press-site. Tu te retrouves avec plein de gens de plein de nationalités aussi, ça c'est intéressant. On a tendance quand même à se regrouper entre Français, Allemands entre Allemands, etc. Et tu dis waouh, je veux bosser là, quoi, puisqu'évidemment ils font tout pour les garder sur place, pour qu'ils travaillent plus. Alors peut-être que la pratique du travail dans le jeu vidéo a changé depuis, mais juste la cantine, c'était tout. C'était je veux pas dire le paradis, hein, parce qu'il faut pas non plus trop idéaliser, mais c'est l'endroit où tu avais envie de bosser, quoi. Okay. Et puis c'est les Américains, ils sont toujours les sourires jusqu'aux oreilles, du OK, great, oh amazing, oh, I'm so glad to meet you. Et ils sont dans les superlatifs et ils te mettent à l'aise aussi, ce qui évidemment est encore plus agréable. Ils ont cette culture tout est un parc d'attractions un petit peu, où tout est grandiloquent, ou fait pour... je sais pas si tu vois ce que je veux dire par ça, où en gros, moi il y a certains quartiers, j'ai fait New York, j'ai pas beaucoup exploré les États-Unis, mais il y a certains quartiers qui me semblaient presque factices en fait. Je sais pas comment l'expliquer, c'est de la sensation, tu vois, mais que ça fait, aux États-Unis, j'ai eu cette sensation d'être dans un studio de cinéma dans certains endroits. Je sais pas si t'as déjà ressenti ça. Il y a un côté trop propre, peut-être. Il y a ça. En Californie, peut-être plus encore, parce que c'est une mentalité très différente. En plus, côté est, côté ouest. C'est un poncif que j'évoque là, mais... Et effectivement, il y a des côtés, quand tu vas il y a un mall à Irvine, ou à côté d'Irvine, où systématiquement on nous amenait pour les voyages, où c'est comme... Ça ressemble... Si vous avez déjà été à Euro Disney, à Disneyland Paris, le décor de parc d'attractions comme ça, sauf que c'est ça à l'échelle d'un centre commercial à ciel ouvert, et il y a ce côté. Et puis c'est quand même un pays, c'est les mentalités, il faut voir, c'est un pays qui a jamais connu de limite géographique ou quasiment pas, donc tout est toujours plus grand aux États-Unis. Et ça, c'est
je pourrais en parler des heures, mais ça a un impact, la géographie a un impact sur les mentalités, parce que tout est plus grand aux États-Unis, tout est plus étendu, donc ça joue sur les mentalités, ça joue sur beaucoup de choses, et le fait est qu'aux États-Unis aussi, c'est un pays neuf, c'est un pays qui a un peu plus de 200 ans, donc effectivement, ils n'ont pas ce rapport au patrimoine qu'on a nous, quand vous voyez des villes magnifiques qui ont été New York, et d'autres, hein, mais c'est ce qu'elle a pu être dans le style Beaux-Arts architecturalement, et qu'ils ont tout rasé pour faire des buildings dégueulasses en verre fumé marron et des cubes en béton. C'est un crève-cœur pour un amoureux du patrimoine comme moi. Et donc, effectivement, il y a le côté, si on fait du neuf en permanence, c'est pas grave. Alors que nous, on a un rapport un peu plus snob au patrimoine, à l'inverse, mais je préfère notre rapport à nous que le leur. Non, bien sûr. Et eux, ils en reviennent aussi, parce qu'ils avaient détruit des merveilles, et ils avaient fait détruire Grand Central à New York. Bon, finalement, ils ont arrêté juste avant. Et quand vous tombez sur les photos du New York 1900, vous dites, comment on a pu raser ça? Mais c'est un crime. Mais ils n'ont pas forcément la même approche ou la même considération aussi pour l'histoire que nous, où à chaque coin de rue, on a un bâtiment qui peut dater de plusieurs siècles, quoi. Mais je parlais de parc d'attractions, c'est pas pour rien que c'est le pays qui... Ils inventent peu, mais ils commercialisent de manière géniale beaucoup. Ils nous ont piqué beaucoup de belles inventions à nous Français qu'ils ont magnifiées commercialement. Et les parcs d'attractions, c'est pas eux qui les ont inventés. Mais dans un pays en Europe, tu veux sortir, tu as du patrimoine, tu as des trucs à visiter. Eux, ils ont un grand terrain vide à l'échelle d'un continent. Donc c'est pas pour rien qu'ils ont magnifié et popularisé les parcs d'attractions aussi. Je comprends. Incroyable en tout cas, et alors je vais faire une transition un petit peu tirée par les cheveux, mais que ce soit donc ton voyage à Irvine ou que ce soit aussi toutes les opportunités que tu as pu avoir vis-à-vis de Blizzard d'une manière générale, ça témoigne aussi de la confiance qu'ils ont en toi, et tu es quelqu'un qui dégage, en tout cas de ce que j'ai pu lire à ton propos, tu es quelqu'un qui dégage une aura particulière, tu es quelqu'un de charismatique. Et tu es aussi, en tout cas depuis une dizaine d'années, tu me corrigeras si c'est plus ou moins, mais tu es très régulièrement en costume, tu es bien habillé et tu as une image, tu t'es forgé une image. Je voulais savoir si il y a eu un déclic, un moment qui fait que tu as voulu t'approprier du coup cette image. Est-ce que c'est un choix conscient ou est-ce que c'était ta destinée de porter le costume Comment ça s'est passé en fait? Parce que j'ai vu des vidéos de toi en t-shirt aussi à l'époque de Millennium, etc. Bon, déjà, merci pour ces gentils mots. J'ai pas particulièrement l'impression d'être charismatique. T'es pas le premier à me le dire. Bon, on est souvent beaucoup plus critique vis-à-vis de soi-même, mais ça fait plaisir à entendre. Les costumes, j'ai dû commencer les costumes, je pense en 2013, un truc comme ça. Alors il y a une constante, c'est que j'aime bien les motifs. Avant, je mettais des chemises à carreaux ou des t-shirts rigolos. Mais c'est vrai qu'un jour, ça m'a pris comme ça. J'avais envie de changer. Et la première journée était très éprouvante à la GH, parce que toutes les 2 minutes, on me demandait si j'avais un rencard après le boulot. Je me doute. Et c'est venu comme ça. J'aime bien le costume a aussi l'avantage il n'y a pas à se casser la tête à sortir les tissus, les couleurs, les machins. Enfin, beaucoup moins en tout cas. Donc, c'est très pratique. C'est devenu une marque de fabrique aussi. Et puis, il y a le fait que, en fait, ça doit faire 10 ans que j'ai pas mis un jean, quoi. Et les rares fois où j'ai eu à en réessayer, juste l'idée de, tu vois. C'est plus toi, quoi. Oui, c'est ça. Okay. Non, oui, mais j'ai toujours aimé les chemises à fleurs. Ma chemise préférée est une chemise à fleurs hawaïenne à manches courtes, et l'été je suis en chemise courte à fleurs, donc ça bouge pas. Okay. Mais c'est des fringues d'été. Il y a une fonction, il y a un vecteur utilitaire quand même. Je comprends. J'allais te poser la question justement, quand tu es en congé chez toi ou en vacances, est-ce que tu portes toujours le costume ou Non, je sais pas. Mais les gens s'imaginent que j'ai un pyjama Barney Stinson en costume, et un costume en soie. Non, ça, je suis en jogging comme beaucoup de gens. Ok. Non, je comprends. Mais je pense aussi que dans le milieu, ça a dû participer à te créer un personnage très identifiable. Oui. Et aujourd'hui, quand t'es invité dans des émissions pour parler de WoW, de l'histoire du jeu d'une manière générale,
Je pense que c'est presque comme inviter un égyptologue, en fait. Sauf que là, la pyramide, elle est à Uldum. C'est un peu ça. Tu as aussi ce personnage que tu nourris par tes codes vestimentaires et ta manière de parler qui est très identifiable. Et voilà, ça fait partie aussi de ton personnage et de Sam Vostok, quoi, d'une manière générale. C'est indissociable. Pour faire la transition avec ton activité actuelle, est-ce que tu peux me dire si il y a quelque chose, si on fait le bilan de ton expérience chez Millennium, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as préféré ou qui t'a particulièrement marqué au cours des années que tu as passées à Millennium? Les années marseillaises. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, en soi. Est-ce qu'il y a un événement ou quelque chose, un événement, une relation, je sais pas, quelque chose qui t'a marqué, qui t'a laissé un souvenir? C'est peut-être un tout. Okay. Je pense que ce qui, à mon avis, je parle pour beaucoup de mes anciens collègues en disant ça, c'est l'insouciance qu'on avait là-bas. L'osmose, le groupe, l'insouciance, j'insiste dessus. Et je me rappelle d'un jour, une journée où j'allais au boulot, et on a toujours des grands moments de bonheur marquants dans notre vie. Mm-hmm. Et là, en fait, c'est peut-être un moment qui cristallisait beaucoup de ça, et je me suis dit en allant au boulot, bon Dieu, j'aime ma vie. Ok. C'est tout, et c'est un tout en fait. C'est les collègues, c'est l'ambiance, c'est ce que tu fais, c'est l'impression de compter, c'est toutes ces choses-là qui vont faire que tu es finalement... que tu apprécies tout ça. Le soleil était différent dans le sud, donc c'est beaucoup plus agréable, mais ça serait difficile de choisir quelque chose, peut-être s'il fallait choisir l'humain. Ouais. L'humain, le cadre est sympa, l'aventure est très bien, mais c'est l'aventure humaine qui était la plus extraordinaire, connaître autant de gens d'horizons différents et bâtir quelque chose ensemble. Ça, je pourrais mettre toute l'énergie, tous les moyens que je veux auprès des étudiants. C'est jamais j'arriverai à recréer ça. Et quand bien même demain, je serais riche à plus quoi savoir en foutre et que je payais tout le monde à recréer ça, je pourrais pas, parce que ça a été un moment particulier, instantané de nos vies, avec un contexte très particulier, un endroit très particulier et des étapes très particulières qui ont fait qu'à un moment, les astres étaient alignés. Il y a eu cet âge d'or dans ma vie, dans nos vies, dans plusieurs vies, qui fait qu'on a adoré ça. Je comprends, ok, très bien. Mais justement, par rapport à cette insouciance et à cette joie de vivre, j'ai retrouvé une vidéo, alors peut-être que je sais pas si tu l'as déjà vue ou pas, mais elle concerne des steadicams. C'est pas une steadicam. Alors, je te propose de la regarder. Quand tu me parlais de gimmick, je pensais à ça, mais c'était mes débuts. Et du coup, j'aimerais avoir ta réaction par rapport à cette vidéo. Alors, c'est un montage, hein. Je sais pas si celle-là, tu l'as vue. Je crois que c'est passé pour le plus gros glandeur de Millennium. C'est Zerator. C'est pas une steadicam. La question qui fâche un peu, ça fait quoi de passer pour le plus gros glandeur de Millennium? C'est pas une steadicam. C'est quoi ce dont t'es le plus fier en 2012? C'est pas une steadicam. C'est les coulisses de Millennium avec Zerator, ça. C'est quoi ce délire avec les steadicams C'était au début, on commençait à filmer, c'était un des postes, une des activités alors, je parle de mémoire, Adrien me corrigera si je me trompe, mais Zerator commençait à faire du contenu, et il y a eu un des trucs fil rouge chez Millennium, c'était la partie édito des vidéos. J'étais le seul en fil rouge en permanence. Les gens qui ont filmé, réalisé ont changé, il y a des mouvements de va-et-vient, etc., mais les gens ont voulu changer. Mais bon, voilà, j'ai été le fil rouge là-dessus. Alors, évidemment, c'était pas moi le créa qui faisait tout ça, mais dans les réunions, dans les idées, des choses comme ça, il y avait ça. Donc Zerator, je bossais avec lui à l'époque, et ça avait commencé, je crois que Zerator, c'est la première fois qu'il était à Millennium, à Marseille. Et en tout cas, quand il était chez nous, et il était arrivé, il filmait à la Steadicam, et je crois que c'était Daichi, qui est un de nos joueurs StarCraft, il y a Zerator qui arrive, qui lui essaye de faire son contenu sérieusement, enfin, essaye de faire son contenu. Ouais. C'est pas vocation à être un truc sur Daichi, voit le truc, et au lieu de répondre à Zerator, il dit ça serait pas une Steadicam.
Et donc Zerator passe me voir après, j'ai dit ça serait pas une Steadicam, et c'est resté. Et le running gag. Voilà, le running gag, il a fini par s'arrêter. Voilà, il s'est arrêté, mais voilà, c'est parti de ça. Et voilà, il y a des gens qui m'en parlent de temps en temps dans les commentaires qui se rappellent de cette époque-là. Et par rapport à ce que dit Zerator, du coup, ça fait quoi d'être le plus gros branleur de Millennium ? C'était le côté un peu notoire que je bossais beaucoup, voire trop, donc c'était... C'était pas le seul à me faire ce genre de blague. Hein. Okay. C'est l'équivalent de « Ah, t'as pris ton après-midi parce que tu pars à 19h ». Donc c'était le contre-pied de la réalité, quoi. C'est ça, c'était rigolo. Ok, je comprends. Donc cette expérience chez Millennium, elle s'est terminée en 2019. C'est ça. Et à la suite de ça, tu es donc devenu directeur de l'école de Bordeaux, de l'école XP à Bordeaux. Un an après, oui. Ok. Qu'est-ce qui s'est... alors, j'ai plusieurs questions par rapport à cette période-là, cette décision aussi. Déjà, comment est-ce qu'elle s'est passée, cette transition professionnelle ? Qu'est-ce qui t'a donné envie dans la position de directeur d'école ? Comment est-ce qu'on t'a contacté ? Bref, comment ça s'est passé en fait ? Ça s'est passé déjà, je me suis beaucoup reposé. Parce que être le plus gros branleur de Millennium, ça... Fallait mériter ton titre. Voilà. Non, mais j'étais lessivé. Donc je me suis dit, bon, je prends 2 semaines de pause et je me mets à chercher du boulet. Bon, 3 semaines, bon, un mois, bon, 2 mois. Bon, finalement, j'avais dû partir en juin. Je crois que je me suis remis en octobre. Vraiment, je me suis mis en octobre. Ou en septembre, et pendant un mois j'ai candidaté partout. Donc je continue à streamer, je crois, je continue à jouer, je cherchais du boulot en dehors du jeu vidéo. J'étais tellement lessivé que je me suis dit je vais faire autre chose. Ouais, ça m'a... Je peux comprendre en même temps. Et en fait je candidate partout, et pour des raisons qui m'échappent encore, mais je pense que j'avais un profil peut-être trop marqué gaming ou trop senior, enfin je voulais tenter peut-être une nouvelle aventure sur autre chose, peut-être en agence, des choses comme ça, et bon, aucune réponse. Donc je me suis dit bon, puis merde, je vais aller à la Paris Games Week avec mon paquet de cartes de visite, et je vais démarcher, et puis pour la partie XP, voilà, ça a commencé comme ça. J'ai croisé Cyril qui a été directeur de Lyon, qui a quitté maintenant, mais qui a quitté l'année dernière, mais qui me dit qu'est-ce que tu deviens ? Et Cyril, je le croisais peut-être une fois tous les 2 ans. Mais tu sais, c'est les gens des confrères que tu croises, mais tu les reconnais. Je dis j'ai quitté, je cherche, machin. Il me dit justement il y a XP, donc j'ai commencé à collaborer avec XP dès l'année de lancement, là-dessus avec XP School, et ça s'est fait comme ça. J'étais intervenu sur tout un tas de trucs. Et le temps passe. Moi, je continue cette année-là à faire du contenu. Je suis invité, je fais des émissions sur le stream. Je suis invité sur 2-3 trucs comme ça. Je crois que je crois que c'est le moment où je suis invité à Click d'ailleurs. C'est cette année-là. Enfin, je participe à 2-3 trucs. Et donc là, on arrive fin 2019. Il y a un truc qui se passe en Asie. Oui. dont personne se dit ça va débarquer chez nous. Effectivement. Et finalement, je me suis dit j'aimerais quand même bien streamer. Genre la veille ou l'avant-veille du confinement, je finis de recevoir le matériel pour streamer. Et les caméras, le micro, le fond vert que m'ont offert mes collègues de Millennium, que je ne remercierai jamais assez. Donc il y a un rôle utilitaire et effectif. Et donc le confinement est là, et là faut plonger dans l'eau froide, c'est-à-dire qu'il faut se retrouver à streamer tout seul devant la caméra. Et je commence à streamer comme ça. Et ça marche très bien pour tout un tas de raisons. Les raisons qui, comme je te le disais, m'échappent sur le regard que les autres ont sur moi. Les raisons qui faisaient que c'était le confinement et les scores de Twitch explosaient à l'époque. Et pour un mec qui va monologuer pendant 2 heures à chaque fois sur le Lord of Warcraft, évidemment, j'ai trouvé d'autres concepts après. Mais ça marchait bien là-dessus. Ça a commencé comme ça, et finalement je me retrouve vers la fin du confinement à une intersection où XP m'appelle et ils me disent je pensais qu'ils allaient juste me proposer un poste d'intervenant, en fait non, ils me disent voilà, un poste de directeur proposé. Je ne m'attendais pas à ça. Et donc là j'ai une bifurcation, soit je fais de l'influence, soit je fais de l'enseignement, ce qui me terrifie au plus haut point. Ouais, je comprends. On me confie l'avenir des gens. On me dit en plus là, on pensait qu'il n'y aurait pas d'autres confinements après, mais c'est un truc là pour... et moi en même temps, je cherchais un métier qui faisait sens, j'aimais bien
j'aimais bien créer du contenu, j'aimais bien streamer, mais est-ce que je voulais en faire mon métier au quotidien? C'était extrêmement grisant et prenant au début. Sur la fin, il y avait un côté un peu artificiel où il faut sans cesse trouver du contenu, et il y a... Finalement, je me suis dit, oui, ça pourrait clairement marcher. Oui, j'aurais pu être un streamer tier 2, je pense, parce qu'on commençait à... je vois, il y a des gens qui se rapprochaient de moi, il y a des gens qui collaboraient, on faisait des choses comme ça. Je voyais des gens aussi qui, par intérêt, bizarrement, on dit pas de circulation maintenant. La machine commençait à se lancer côté influence, mais j'aimais bien partager, mais je voulais que ça reste un plaisir. Et je cherchais trop quelque chose qui fasse sens pour pas me lancer dans cette aventure. Et ce que j'avais appris chez Millennium et chez Webedia, en fait, était beaucoup plus utile là-dedans. C'est comme à l'époque de Marseille en 2011, c'est le saut vers l'inconnu. Parce que là, on me dit, tu vas dans une ville où tu ne connais absolument personne. Dans Marseille, j'avais mes collègues avec qui je bossais, certes en distanciel, mais je bossais. Là, je vais dans une ville où je connais personne. C'était saut dans l'inconnu une nouvelle fois. Et puis finalement, ça commence comme ça. Et ça a été le deuxième confinement est arrivé après. Mais je suis très content et surtout extrêmement fier de ce que j'ai réussi à faire avec les équipes, avec les étudiants à Bordeaux. Tu peux l'être ici aussi, j'ai l'impression que ça se passe quand même relativement bien. Ça a l'air. Ouais. Tu as du coup un peu pré-mâché 2 questions que j'allais te poser. Non mais c'est très bien. Dans un premier temps, j'allais te demander si tu considérais faire de la création de contenu à temps plein à un moment de ta vie. Visiblement oui, mais t'as bifurqué dans une autre direction, du coup. Il y a des moments, c'est pas pour rien qu'il y a un peu du psycho-quack. Il y a des journées, j'ai envie de me taper la tête contre le mur et dire j'aurais été mieux à faire du... Mais il y a des moments qui ont été difficiles, comme dans n'importe quel boulot, c'est les responsabilités qui font ça, et finalement, un responsable, ça n'est jamais qu'un entonnoir à merde où va se déverser la merde que n'arrivent pas à gérer les autres parce que c'est des choses qu'ils ne peuvent pas gérer. Donc, c'est toujours l'échelon supérieur de quelqu'un qui fait que... Et il y a des moments, ça a été costaud, parce que c'est les responsabilités qui font ça, mais j'ai jamais de ma vie, je me suis dit, si c'était à refaire, je le referais pas. Je suis tant mieux, content, je suis heureux, je suis fier. J'ai la naïveté de penser que c'est le bon choix. Certes, avec le cul entre 2 chaises, une fesse dans le gaming et l'autre dans l'éducation, mais... ou un pied dans le gaming, un pied dans l'éducation. Tu mettras ça comme tu veux au montage, mais je suis content. Mais est-ce que si demain, là, je gagnais au loto alors que je joue pas et j'ai le choix de ce que je veux faire, probablement que je ferai encore de la création de contenu à temps plein, non. Ok. Je pense pas. Après, il faut jamais dire jamais. Non, bien sûr. Une nouvelle fois. Absolument, surtout que la vie, moi je suis intimement convaincu que la vie est une succession de périodes et de phases et que il faut aussi se laisser la place, à la spontanéité. Les choses les plus déterminantes de ma vie n'ont pas été des choix, ont été des opportunités que j'ai pas provoquées de base. Je les ai saisies, mais donc XP et Millennium en sont 2 très bons exemples. Ça se trouve dans 2 heures, dans 5 ans, dans 10 ans, ça sera encore autre chose. Qui sait? Mais c'est ça, qui sait, comme tu le dis. Et la deuxième question que j'allais te poser, du coup, c'était est-ce que ton ancien poste de chef de rédaction, parce que pour rappel, tu as eu 3 postes différents du coup à Millennium. Tu m'as dit pigiste. Pigiste, rédacteur principal, secrétaire de la rédaction, rédac-chef adjoint, rédac-chef. Ok, plus du coup. Est-ce que, donc, ton expérience chez Millennium ou est-ce que ton dernier poste en date, chef de la rédaction, est-ce que tu as la sensation que ça t'a influencé dans ta vision du poste de directeur d'école? Est-ce que ça t'a apporté des choses que tu as pu réutiliser dans ton activité actuelle? Je me doute que oui, d'une certaine manière. Mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement été utiles dans ta transition professionnelle? Oui, alors, il y a le fait que tous les métiers, ou quasiment, qu'on transmet ici, je les ai soit pratiqués, soit vus de très près à Millennium / Webedia. Il y a, c'est comme n'importe quel poste, après, une école humaine sur comment interagir, parce que c'est pas la même mayonnaise que passes de tout seul dans ta chambre à t'es une trentaine dans une start-up à t'es 600 dans un bâtiment, ça aussi. Évidemment le réseau, ça,
comme dans tout boulot. Et puis l'apprentissage, parce que j'ai fait 6 postes, ça a été une courbe progression dans la hiérarchie. Donc j'ai vu la différence avec mes collègues avec qui de plus en plus il y avait un lien de subordination hiérarchique. Moi, j'aime pas spécialement ça. Enfin, je suis beaucoup dans le management horizontal, dans le servant leadership, des choses comme ça, et je suis convaincu qu'il y a des moments où, de toute façon, il faut de la hiérarchie pour que ça tourne. Mais si tu veux, je parle jamais de mes collaborateurs ou de mes subordonnés, je parle de mes collègues. Tu le dis avec hargne. Mais oui, enfin, je me sens pas à l'aise parce qu'il y a une espèce de lien tu sais, le vieux management toxique, dominateur à la con, à la papa, avec les petits chefs qui... Non, enfin, on avance dans un objectif commun, et c'est... Mais... Paradoxalement, il y a des moments, alors avec mes collègues c'est plus facile, mais il y a des moments où effectivement il y a la hiérarchie, et puis il y a le quid des étudiants. Ça, c'est une question que je me suis posée, est-ce que je les tutoie, est-ce que je les vouvoie? Et je suis aussi l'OVNI, j'ai l'impression, chez mes collègues directeurs de campus, parce que je crois que je suis le seul, ou en tout cas un des rares, à vouvoyer les étudiants. Mais parce que je sais que mon objectif, là, c'est quoi? C'est d'œuvrer à leur avenir. C'est de leur faire la courte échelle pour la vie professionnelle, pour qu'eux réussissent avec plus de facilité, ce que moi et d'autres, on a eu plus de mal à atteindre. Donc, pour mettre toutes les chances de leur côté, il faut qu'ils apprennent bien à l'école. Et je vais faire un poncif de vieux con. Pour être bon à l'école, il faut bien écouter, il faut bien travailler à l'école. Et quand t'as le... Ça me fait rire parce que des fois, certains m'appellent... Les externes utilisent le titre de proviseur ou de... Ouais. Mais effectivement, je crois plus à une structure de type familial où on peut accompagner les étudiants et être là pour eux, mais tout en gardant une distance, parce que je sais que trop de proximité mettra moins de poids à ce que je vais dire, comme quand ça va ou quand ça va pas. C'est effectivement très déstabilisant pour moi, parce que j'ai le relationnel humain facile, j'ai le tutoiement facile. Là, mon quotidien, c'est de dire vous à des gens qui avaient la tranche d'âge d'être mes collègues de travail et qui j'allais boire des verres 2 mois avant, quoi. Et là, non, et il y a en plus ce vieux fond de mission morale. Enfin, j'ai un attachement à l'éducation. Je cite toujours Alain Danton qui dit que l'éducation est après le pain le premier besoin du peuple. Et c'est Montaigne qui dit qu'éduquer, c'est pas remplir un vase, c'est transmettre un flambeau. Donc c'est des valeurs qui comptent pour moi, même si je suis dans l'enseignement privé. Je veux dire, je suis pas un distributeur à compétences et on dit voilà, je paye tant et j'ai mon diplôme. Non, les gens sont là pour payer, ils payent pour passer le droit d'avoir un diplôme. Ils sont là parce qu'ils veulent être là et ils mettent toutes les chances de leur côté. Moi, je leur apprends à pêcher, je leur donne pas de poisson et c'est important pour moi. Et ils le savent, c'est ce que je leur ai dit dès ma première année. Je leur ai dit, avant même de vous connaître, il y avait un pacte moral entre vous et moi, c'est-à-dire votre réussite. Et le deal, c'est que je serai exigeant, des fois je serai sévère, des fois je serai pète-couille, mais c'est comme ça. On a tous un objectif commun, vous, les intervenants, moi, et vos parents qui payent vos études en général, c'est votre réussite. Partant de là, ça marche. Et c'est le seul deal qu'il y a entre eux et moi, parce que c'est ce qui est important. La seule querelle qui vaille, comme disait De Gaulle, c'est celle de l'homme. Donc, c'est leur avenir, les préparer au marché du travail, professionnellement, en termes de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, et humainement aussi. Ils peuvent avoir toutes les qualités du monde. S'ils se comportent comme les pires ordures derrière, ça n'a aucun intérêt. Bien sûr. Non, mais c'est de mon point de vue d'intervenant, en tout cas à XP, je le ressens vraiment au quotidien. Et donc, ça a résonné, tu vois, avec des échanges qu'on a pu avoir ensemble ou dans... ton type de management avec du coup tes collaborateurs. C'est horrible. Mais non, mais c'est important et je pense que tu peux être fier parce que tu as réussi, ou en tout cas c'est en cours de réussite. Là, tout ce que tu m'as dit, moi en tout cas je le vois de mes yeux au quotidien, donc c'est une très bonne chose. Même vous, les intervenants, mais il y avait une anecdote, j'étais à Bordeaux et je reçois une intervenante qui travaillait dans une université et on se voyait pour faire le point sur l'année ou à la fin de l'année. Je lui dis si vous voulez boire quelque chose, un café, machin, et tout ça. Elle me regarde, elle me dit non merci, mais elle me dit elle m'a pas dit c'est la première fois, mais elle m'a très clairement fait comprendre qu'à l'université ils n'avaient pas autant d'égards pour eux. Ouais. Pourtant c'est l'université, hein. C'est pas un bastion de gens égoïstes, arrogants, sans aucune humanité. Donc, mais pour moi, c'est important, parce que c'est comme je suis. Et quand je dis aux étudiants, moi, je suis humaniste, c'est pas pour juste lâcher des jolis mots, c'est
je pense, c'est ce qui va m'animer. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je me connais mieux aussi depuis, parce que j'ai aussi le terrain qui fait que ce genre d'aspect de ma personnalité, mon caractère, qui je suis, peut s'exprimer plus facilement. On dit toujours, enfin c'est une phrase qui, moi, m'a beaucoup marqué, je crois que c'est un adage, mais les gens ne changent pas, ils se révèlent. Tu donnes du pouvoir, tu donnes des responsabilités, tu donnes des moyens ou de l'argent à des gens et tu vois comment ils se comportent derrière. Moi, j'ai jamais fait J'ai le même respect pour tout le monde, quel que soit le poste, le niveau hiérarchique, etc. Et je dis souvent aux étudiants, c'est peut-être moi qui vous donne des ordres par moment, mais c'est moi qui suis à votre service. Et tant qu'on est raccord sur ça, et qu'on avance dans la même direction, c'est le plus important. Donc, le but, c'est qu'on avance tous ensemble dans la même direction, et partant de là, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Bien sûr. Bien sûr, non mais dans tous les cas, alors j'ai une idée qui est rentrée et qui est ressortie, ce qui commence à être tard aussi. Non, c'est toujours très intéressant, mais c'est ça, c'est que tu as apporté ton individualité, toi, la personne que tu es, a apporté beaucoup, et je pense qu'aujourd'hui, je peux le dire, elle est centrale dans l'école, que ce soit pour les gens avec qui tu travailles ou pour les étudiants, et en tout cas, pour avoir eu l'occasion du coup de rencontrer un bon nombre de directeurs d'école, que ce soit en tant qu'étudiant ou en tant qu'intervenant, je suis personnellement beaucoup plus proche de ton approche à toi. Et c'est aussi pour ça, je le dis maintenant, mais je te l'ai déjà dit et je le dirai à nouveau, que je me sens bien ici et que c'est cool. Et c'est suffisamment rare pour le faire remarquer, je pense. Et ça mériterait d'être plus commun. Mais malheureusement, le monde de l'éducation privée est ce qu'il est, l'éducation d'une manière générale aussi. C'est même pas ça, je pense que c'est bien des niveaux dans la société aujourd'hui. Tu sais, tu perds le lien. J'insiste pas autant sur l'humain pour ça. Ce serait que, je sais pas, ou l'éducation ou le gaming, tu te dirais bon, c'est comme ça. Là, c'est plus général. On vit une époque difficile, une époque de souffrance, une époque où il y a de plus en plus de précarité, où les liens se distendent. C'est important qu'il y ait ça. Et j'insiste beaucoup avec ça auprès des étudiants. Moi, je suis content de voir qu'il y a de beaux élans de solidarité. C'est aussi pour ça. C'est pour eux que je fais ce métier. C'est pour être au contact de leur réel à eux et de ce que sera le pays demain. Que je pourrais rester dans ma bulle et dire est-ce que j'ai des regrets des fois de plus être chez Millennium ? Oui, je ne vais pas dire que c'était pas sympa d'être dans le cœur du cyclone, à Millennium, à Webedia, d'être invité au Press Tour, d'avoir des paquets de goodies et de traîner avec plein de gens qui font partie du milieu. Oui, évidemment, c'est flatteur, c'est bien, c'est cool, etc. Mais est-ce que c'est pour autant la réalité de ce qu'est l'avenir ? Et on boucle sur ce que je te disais sur l'histoire. J'ai fait histoire pour comprendre le monde aussi, et pour comprendre comment fonctionne. Quand je dis le monde, c'est au sens large. Hein, c'est le monde, le continent, mon pays, ma région, mon arrondissement, ma ville, mon arrondissement, etc. Mais je veux pas rester dans une tour d'ivoire et me dire je l'ai pas vu venir, je comprends pas, et puis avoir une idée arrêtée sur les choses, et finalement juste avoir, tu sais, c'est l'ignorance qui conduit à la haine, et la haine à la violence. C'est pas Yoda, c'est même d'avant, mais je crois que c'est un grec antique qui disait ça. Mais alors après, j'ai conscience que c'est aussi le prisme de gens qui peuvent se payer une école privée, ou qui font beaucoup de sacrifices pour le faire. Je suis clairement pas au contact de mères au foyer célibataires qui bossent, qui ont 3 boulots et qui élèvent seuls 2 gamins. Qu'on soit d'accord, mais il y a aussi, j'ai besoin de cet ancrage dans le réel, comprendre clairement que voilà, qu'est-ce qu'est la réalité. Avant de passer sur la dernière partie de l'interview, j'avais une question qui rebondit du coup sur ce que tu viens de dire par rapport à la solidarité que tu peux voir aussi dans l'école. Est-ce que tu penses que cette solidarité, elle est liée au fait que ce soit une école gaming, entre guillemets ? Est-ce que tu penses que ça vient de ce milieu du gaming qui est empreint de solidarité par essence, ou est-ce que c'est pas lié à ça ? C'est beaucoup lié au gaming. Dans le gaming, il y a une facilité de relations humaines qu'il n'y a pas ailleurs. Je pense que le fait déjà de commencer à se fréquenter en distanciel, comme on dit aujourd'hui, doit beaucoup jouer, mais tu crées des liens plus forts parce que tu traverses des épreuves, certes virtuelles, mais ensemble. Tu crées des liens humains ensemble. Et je le vois dans j'ai la chance et l'honneur d'être le directeur national des études d'XP.
Donc évidemment, en interne, quand il faut représenter XP, c'est moi. Et je vois les différences quand je vais sur les autres campus ou avec mes homologues des autres écoles. C'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes mentalités, c'est pas les mêmes choses comme ça. Je veux dire, le gamer, il est bonnard. Il est nature peinture, dirait-on. Mais voilà, il y a une facilité de relation humaine, il y a une solidarité, il y a un sens du groupe qui est là, il n'y a pas de chichi, c'est simple, il n'y a pas de jugement, évidemment tout n'est pas rose, mais c'est finalement tout le monde est accepté comme il est. Alors évidemment, beaucoup plus que dans la société, tout le monde s'en fout de ta couleur de peau, ta religion, ton milieu social. Alors, je ne vais pas te dire que tout est rose, hein. C'est sûr que, alors il y a deux trucs qui, entre autres, qui jouent. Bon, ton âge, tu commences à avoir mais même ça se gomme. Et puis le fait que tu sois un garçon ou une fille, ça, évidemment, les filles sont... C'est là où c'est le plus compliqué. Ça progresse mais lentement, mais voilà, être une fille dans les jeux vidéo aujourd'hui, et ça d'autres le disent bien mieux que moi, oui, c'est pas non plus une place anodine, encore aujourd'hui en 2024, même si ça, heureusement, ça change. Puisque la moitié des joueurs sont des joueuses. Ça tombe bien, la population aussi. Absolument. Donc, comme tu l'as dit, tu es aujourd'hui directeur national des études chez XP Gaming School. Donc, tu as fait Bordeaux, Paris, puis directeur national dans cet endroit-là. Bordeaux, puis Paris plus national. Ok, d'accord. Et est-ce que tu peux me parler brièvement, je dis brièvement, mais bon, voilà, on se sait. Est-ce que tu peux me parler brièvement de ton quotidien en tant que directeur? Est-ce que est-ce que tu as des choses à partager là maintenant par rapport à ce que c'est d'être directeur d'école, directeur d'une école gaming, etc. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Il y a, tu sais, il y a le cliché de se dire on fait ça pour les étudiants, ils sont géniaux, et ils le font ci, et puis en fait c'est vrai. C'est plaisant de se sentir utile pour eux et de voir que, au-delà qu'ils passent un bon moment, voilà, ils viennent dans une école gaming. Il y a une bonne ambiance, la déco est sympa, ils se retrouvent entre nous. Non, c'est au-delà de ça. Le sentiment de leur être utile, le sentiment de les voir progresser, le sentiment de voir des belles personnes, le sentiment à un moment du chemin qui va être leur vie, de compter en fait. Et d'avoir fait ce bout de chemin avec eux. Et ça, c'est le plus extraordinaire. Et ça, c'est comme souvent tu sais, on parlait du Covid, on l'a vu avec le personnel soignant, notamment beaucoup les infirmières qui... tu te dis comment des gens peuvent faire ce métier en étant si peu considérés par ceux qui prennent les décisions, si mal payés, et littéralement et au figuré éponger la merde. Et puis tu te dis, oui, les métiers où tu fais ça pour l'autre, tu as un truc qui, malgré tout, sera plus fort que ça. Moi, je suis le genre d'abruti qui va dire à sa boss, vous savez, je passe ce métier pour l'argent. Oula. Ne suivez pas mes conseils en termes de gestion de carrière là-dessus. Mais c'est vrai, moi je ne le fais pas pour l'argent ce métier. Déjà, en plus ça paye plus mal que le gaming. Donc voilà, dites-vous qu'il y a ça, mais on le fait par vocation. Je ne sais pas si c'est une vocation de chez moi, mais ça m'anime. C'est plus que tout, plus que donc c'est aussi beaucoup d'embêtements, que c'est de l'humain. Gérer l'humain, c'est des problèmes, c'est des drames, c'est des tragédies, c'est tout un tas de choses, mais c'est des très belles histoires de progression, d'avancée, de projets, de voir les chenilles devenir papillons, et ça c'est plaisant aussi. Et c'est l'importance de compter, l'importance de dire, voilà, moi à mon échelle, j'ai contribué à former la génération de demain. Et est-ce que tu l'avais anticipé, ça, même ne serait-ce qu'un petit peu, quand tu as accepté ce poste? Alors, de directeur d'école d'une manière générale, pas forcément à Paris ou national, mais... En partie, j'ai pas réalisé émotionnellement ce que ça ferait, la fierté, le sens de son... C'est une chose de dire j'aimerais compter, j'aimerais me rendre utile pour eux, c'est une chose de le réaliser, de le voir concrètement. Et c'est moi qui suis empathique, moi qui est émotif et qui a les yeux larmoyants facilement, des fois oui c'est compliqué d'arriver à garder les yeux secs, mais oui, derrière mes dehors de vieux monsieur avec un balai dans le cul, oui, des fois, plus d'une fois, ils m'ont fait pleurer. Oh là là, tout de suite. Ok, très très bien. Bah écoute, ce qui était très intéressant, en tout cas, que ce soit dans mes recherches qui ont du coup précédé cette interview ou en t'écoutant parler, c'était très intéressant de voir que tu as eu un parcours très atypique,
Voilà, je le vois avec le recul. basé sur des opportunités, comme tu l'as dit, donc des choses sur lesquelles tu n'avais pas forcément le contrôle, en tout cas, ou que tu n'as pas décidé préemptivement, quoi. Est-ce que tu aurais, par rapport à ton parcours, à qui tu es aujourd'hui, un mot à adresser à tes étudiants ou aux gens qui nous regardent concernant, je sais pas, la capacité à accomplir des choses, se faire confiance, ou n'importe quoi, un mot à passer en fait pour tes étudiants au vu de qui tu es, de ce que tu as fait? C'est des mots que je répète souvent, mais je le répète, ils l'entendent, ils le réaliseront un jour. C'est les choses habituelles. Soyez humain, soyez curieux. Pour moi, c'est ce qui fera de vous de belles personnes. Soyez empathique si vous le pouvez, mais ça va avec soyez humain. Osez, faites des choses. Moi, si je m'étais dit, ah ben non, je veux faire ça et c'est pas autre chose, ou alors, oula, sortir de Paris, mais quelle horreur, aller à Marseille, mais vous n'y pensez pas, aller à Bordeaux où je connais personne. Non, c'est oser, faut se tromper, faut se gameler, faut faire des erreurs. C'est comme ça fait partie de la vie. Mais voilà, ayez cette audace-là. C'est mon homonyme, Georges Jacques Danton disait de l'audace, encore de l'audace, il nous faut de l'audace. Et ayez-en, ça va pas. Faites des choses, ayez des projets, faites-les à côté. Moi, si j'avais pas fait des choses à côté, évidemment, j'aurais pas tout ça. Et sachez reconnaître et saisir une opportunité. Ça, je le dis souvent, ou régulièrement, en tout cas aux étudiants. Le destin ne frappe qu'une fois à la porte. Il faut être derrière et être prêt à ouvrir. Être prêt à ouvrir, c'est se former sur plein de choses, savoir faire plein de choses. Et ce sont les choses comme ça. Ou avoir la curiosité de connaître les gens, ne serait-ce que pour eux. Déjà, alors, je ne veux pas mentir en disant qu'il y a des gens qui ne fréquentent pas les autres pour intérêt. Évidemment, ça arrive. C'est la différence entre un chien et un chat. Un chien va toujours être content de vous voir. Un chat va vous dédaigner, vous regarder quand vous avez l'ouvre-boîte. Soyez chat ou chien, ou les deux. Je comprends. Est-ce que tu aurais un mot pour tes viewers qui regarderaient cette interview? Est-ce que j'aurais un mot? Déjà, si vous avez tenu jusque-là, je suis content. Techniquement, ils sont habitués ils sont habitués au format. Non, j'espère que ça pourra... Si vous retirez quelque chose de positif de ce que j'ai pu dire, j'espère que ça vous sera utile. J'espère que si le format vous a plu, vous irez voir les autres sur la chaîne d'Anthony. Incroyable. Et puis merci pour votre fidélité depuis toutes ces années. Je sais que alors beaucoup aussi m'écoutent pour aider à s'endormir. Ça, j'ai découvert au fur et à mesure des années. On m'a dit la même chose, donc je comprends. Mais voilà, que je vous accompagne en dormant ou pas d'ailleurs. Mais voilà, merci en tout cas pour ces 11 ans de fidélité. Très bien. Merci encore une fois pour ton temps. Merci pour cette interview, ce moment d'échange. C'était très agréable. Moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire. Donc je suis très content d'avoir pu mener cette interview à bien. Et j'ai ma voix, donc je peux répondre. Incroyable. Mais oui, pour ceux qui... parce que c'est un petit peu la private joke, c'est qu'il y a eu des petites complications vocales ces derniers temps. Mais c'est bon, on l'a fait. Et puis moi, je me permets donc de mettre fin à cette interview en vous souhaitant une bonne soirée, j'imagine. Et en vous rappelant que ça m'aide énormément si vous pensez à vous abonner, à partager cette vidéo, à la commenter, que ce soit pour le référencement ou que ce soit aussi pour moi, pour tout simplement parce que ça me fait plaisir de vous lire. Et merci encore une fois. Et puis je n'aurai qu'un seul mot pour la fin. Pour la Horde. C'est pour ça que j'ai mis ma chemise rouge. Merci, t'es dans le thème du coup. Bonne soirée à vous, et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de l'Envers du Fond Vert, qui sera probablement également une interview, mais je ne vous spoile pas l'invité pour la prochaine fois. Bonne soirée à vous, à bientôt. On ne sait plus. Les deux.